Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis aujourd'hui accompagné de mes amis Sylvain et Henri. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Et je suis Sébastien Galano. Et aujourd'hui, on va prendre notre Madeleine de Proust, on va prendre notre DeLorean direction les années 2000. Parce qu'après avoir parlé longuement avec Sylvain comment être fan dans les années 90, on s'est dit qu'on va continuer dans notre belle lancée. Et aujourd'hui, on va parler de toute la décennie des années 2000. Et vous allez le voir, c'était une décennie très riche en ce qui concerne Star Wars et en ce qui concerne la communauté Star Wars. Mais avant ça, je vais déjà remercier nos partenaires, à savoir mytinbox.net, siteclan.net, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, Star Wars Holonet et Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors comme d'habitude, avant d'aborder le sujet, on se fait notre petit WhatsApp. Alors, qu'en est-il pour toi, Henri ? Bah en fait, moi depuis que je suis parti à Lyon, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de rattraper tout mon retard que j'avais. Je lis progressivement ce qui me reste à lire de comics Star Wars. Donc j'ai juste terminé là récemment Dr. Aphra, donc j'ai encore le début de la nouvelle série Star Wars à lire, mais sinon moi, j'ai encore pas mal de retard dans tout ce qui est Star Wars, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire autant que je voudrais de ce côté-là. Et toi Sylvain ? Je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. Ça devait être passionnant. Ouais, ça devait être passionnant. Pas grand-chose de nouveau côté Star Wars. Si, j'ai reçu le dernier numéro là, du magazine de comics Star Wars édité par Panini. Alors, je sais plus si c'est le 1, le 2, le 3, parce qu'ils font des reboots, mais on continue, ils changent de nom, de pagination, de format, de tout le bordel, mais on continue les histoires qu'on avait commencé. Donc j'ai pris le dernier modèle, et puis je me suis pris aussi un bouquin, un recueil sur les TIE Fighters, parce que je trouvais la couverture sympa. Par ça, niveau collection, je sais plus si la dernière fois j'avais déjà récupéré le Purge Trooper ou pas, mais ça y est, il est mien. Et puis là, j'attends avec impatience que Revan et le Battle Droid sortent. Et je suis aussi en train de me poser la question de savoir si je vais pas vendre une partie de mes petits Hasbro, alors pas les 6 pouces, mais les versions les plus petits, pour me faire un peu de sous et me faire un peu de place. Ok. Juste, excuse-moi Sébastien, avant que j'oublie, si j'ai fait effectivement, c'est Sylvain qui m'en fait penser avec ses comics. C'est vrai que si j'ai réussi à trouver à Lyon une couverture un peu plus rare du tout premier Dr. Aphra, justement le numéro 1 en version variante limitée, et c'est représentant les deux droïdes, donc j'étais content de la trouver. Ça m'a fait repenser. Voilà. Et me concernant, moi j'ai rencontré deux petites personnes qui ont travaillé sur Star Wars, à savoir Taika Waititi, qui était venu à Paris pour Jojo Rabbit. Et du coup, c'était comme d'habitude, l'occasion de lui faire signer quelques photos sur IG-11. C'était pas Jojo. Voilà. Et très bon film, Jojo Rabbit, au passage. Et j'ai rencontré la semaine d'après, ni plus ni moins que Rick McCallum, qui était de passage à Paris. Et Rick McCallum, de toute façon, on va en parler, je pense, un peu dans l'émission. C'était le producteur de l'édition spéciale de Star Wars et de toute la prélogie. Voilà, il était venu au salon Paris Image Digital Summit. Et là, pareil, j'ai pu discuter un peu avec lui. Je lui ai reparlé de Star Wars Réunion. Et puis voilà, faire une belle photo avec lui. Et puis faire signer quelques trucs. Voilà, c'était pour mes WhatsApp. Vu que le programme est assez dense, je vous propose de passer directement en vitesse lumière et on va retourner dans les années 2000. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
Alors, petite remise en contexte, dans l'an 2000, nous sommes une année après la sortie de La Menace Fantôme, donc du coup la prélogie est lancée pour de bon. Mais si c'est le retour de Star Wars, c'est aussi l'émergence d'un petit truc qui aujourd'hui est devenu la norme partout, et je veux bien sûr parler d'Internet. Voilà. Alors moi à l'époque, alors je sais pas si c'était votre cas, Henri je pense que oui, Sylvain je suis plus sûr, mais alors moi j'étais au collège quand Internet est arrivé. Voilà, j'ai découvert Internet, j'étais en 4e, et c'était vraiment ce truc tout nouveau qui allait nous permettre de se connecter aux autres fans et d'avoir des informations sur Star Wars. Alors moi je me souviens que la première chose que j'ai... T'as quel âge déjà, Seb? Moi j'ai quel âge? J'ai 33 ans. Voilà, j'ai 33 ans, et toi? donc on a un an de différence, on est quasiment au même point. Ouais. Et Sylvain, toi t'avais quel âge? Là j'ai 37 ans, donc... Ouais, t'étais plus au lycée, toi. J'étais au lycée, quand Internet est apparu. C'est vrai que les premières fois j'avais Internet, c'était le club informatique... Enfin, c'était pas le club, mais c'était la salle informatique qu'on avait. Du CDI. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me souviens encore, je vais pas partir dans la partie nostalgique, mais je me souviens encore des premières versions du site internet de StarWars.com. Oui. Des trucs en version flash avec les petits logos des épisodes les titres rechangeaient quand tu passais la souris dessus, et on connaissait juste le titre de l'épisode 1 et on savait pas encore le titre de l'épisode 2. Ouais, c'était fou à l'époque. Et voilà, moi je savais pas quoi taper, alors que je savais même pas que Google existait, je savais même pas par quoi commencer, donc je sais même plus quel moteur de recherche j'utilisais pour taper je crois Star que Wars, même Google, quand on a commencé, ça existait pas, je crois que c'était uniquement par Yahoo. Je sais même plus par quel moteur, enfin comment j'ai trouvé, et je sais que la première chose que j'ai trouvée sur Star Wars, je suis tombé sur siteclan.net, enfin ce qui s'appelait siteclan.qc.ca à l'époque. Voilà, et petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait plein de communautés de Star Wars, mais en fait elles commençaient toutes à germer en même temps. Voilà, c'est ça qui était rigolo. Et aussi, petite chose qui a son importance, c'était qu'à l'époque, aujourd'hui c'est inconcevable, mais à l'époque, Internet, pour nos plus jeunes auditeurs, c'était en forfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet c'est illimité. Voilà, c'est inconcevable que ce soit pas illimité. Ben à l'époque, tu payais ton forfait, c'était le forfait 5 heures, forfait 10 heures, forfait 20 heures, et quand tu étais très riche, tu avais le forfait 50 heures. Et donc, étrangement, j'ai jamais connu ça, moi. Moi, je trichais avec le modem, avec le téléphone. Ouais, je disais souvent, je me connectais, j'avais le droit à 1 heure, et après 3 heures, je disais non, je me suis bien arrêté à l'heure. Non, mais moi, je me souviens de factures hors forfait que mes parents n'ont pas trop apprécié. Voilà. Toi aussi, ça t'a fait ce coup-là aussi, Oui. Moi aussi, j'ai connu les notes de téléphone. Alors, il faut quand même préciser qu'en France, ça doit être vraiment l'un des rares pays où Internet est en limité. Si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, les abonnements Internet, c'est pas du tout de l'illimité. Alors, je sais pas si c'est sur de la data ou sur du temps de connexion. Mais je crois qu'on est vraiment en France, l'un des seuls pays au monde où on paye pas ni la durée, ni le volume de data qu'on consomme sur Internet. Ouais. Je me souviens même pendant très longtemps, même après l'arrivée des modems et tout ça, je me souviens justement quand on était sur les chats, je me souviens des collègues qui disaient je peux pas rester, je peux pas trop télécharger parce que je suis limité à je ne sais pas combien de gigas par mois de téléchargement. Ça, je me souviens, ça datait encore de 2003, 2004. Et tout ça pour dire que vraiment bloqué, même en ADSL. Ouais. Tout ça pour dire que quand on se connectait sur Internet, il fallait être efficace. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui où tu peux te permettre de perdre ton temps. Là, tu te connectais à Internet, ton temps était compté, fallait être efficace. Et la connexion était beaucoup plus lente. Oula. Du coup, voilà, faut se dire, fallait être efficace. Il faudrait vraiment insérer le bruit du modem qui se connecte là. Ouais, c'était un peu ça, quoi. Mais voilà, des fois, il fallait attendre 5 minutes pour qu'une page d'un forum se charge, quoi. C'est inconcevable aujourd'hui. Alors, quand il fallait voir des vidéos en mauve, bon courage. Ouais. C'était, pour les avoir, c'était timbre poste. Ouais. Et puis, YouTube, Facebook, tout ça, toute la décennie dont on va vous parler, ça n'existait pas. Pas de YouTube, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de réseaux sociaux en fait. Voilà. C'était
décennie. Non, c'était les forums quoi, qui faisaient vivre la communauté. Hein. Tu avais ton forum. C'était les forums. C'était les forums Star Wars SVU, Star Wars Universe. C'était le forum Star Wars Bastille Clan. Hein. Ouais. En fait, il y avait, on va dire, il y avait les gros. Enfin, c'était les moments. Il y avait plein de sites qui émergeaient. Et aujourd'hui, voilà, on retient les plus gros. Donc c'était. Alors, il y avait au Québec, le site québécois, c'était Site Clan, voilà. Où il y a nos amis Dany et Sébastien qui étaient un peu là depuis le début, il me semble. Et c'est leur bébé. Voilà, c'est eux qui. Et en fait, Star Wars en direct était le podcast de Site Clan. Et à l'époque, il y avait même des émissions en anglais et en français. Voilà. Et ça se voulait vraiment la radio. Je crois que les émissions en anglais sont pas arrivées tout de suite. C'est pas arrivé tout de suite, d'accord. En anglais pur, non, c'est. Par contre, il y avait la version, il y avait. D'abord, de toute façon, Star Wars en direct est arrivé qu'en 2000, je crois janvier 2001, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, le 14. Voilà. Et en fait, ils avaient en fait deux radios. Ils avaient effectivement la partie enfin c'était podcast, mais c'était radio live qui se mettait en direct uniquement quand ils étaient vraiment en direct. Et le reste du temps, en fait, c'était une deuxième radio où ils passaient c'était une programmation vraiment radio, quoi. C'était de la musique, c'était rediffusion des précédentes émissions quand ils pouvaient c'était rediffusion. C'était même aussi audiobooks. Ils passaient les audiobooks des romans Star Wars. Et moi, j'ai connu la radio Site Clan par cette seconde radio, en fait, et que j'avais montré à des amis. Et en fait, plusieurs fois, je me retrouvais avec la même émission qui repassait en boucle, mais je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi j'entends exactement les mêmes choses avant que je comprenne après que c'était une deuxième radio et qu'il y avait une partie en direct de façon régulière, mais pas tous les jours, quoi. Je pensais vraiment... Je me suis dit que c'était une vraie radio tous les jours. Non, c'était juste les émissions qui faisaient une fois toutes les 2 semaines, qui étaient rediffusées en boucle. Ouais. Et du coup, donc voilà, il y avait vraiment... je pense qu'aujourd'hui, on va dire, ce que j'appelais la Trinité, hein, il y avait siteclan.net pour le Québec, et en France, t'avais Anakin Web qui est devenu plus tard Planet Star Wars, et t'avais Star Wars Universe, voilà. Ensuite, t'as d'autres sites qui ont émergé, t'avais Kamui Web, donc on va parler très rapidement de notre implication sur les sites web tous les trois. Il y avait Kamui Web qui est arrivé, il y avait Naboo System, ça c'était pour la Belgique, il y avait Mighty Box qui est arrivé vers 2005, spécialisé. Il y avait Botan, il y avait le site Botan Online, l'encyclopédie Anakin World. Voilà, vraiment tout ça s'est vraiment développé jusqu'à 2003 quoi, même j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire que chaque site avait son forum et avait sa communauté et les forums c'était vraiment le moment où après l'école ou pendant le week-end tu pouvais discuter avec les gens de Star Wars. Et en fait on a tous découvert, je pense, qu'en fait on n'était pas seul sur Terre à aimer Star Wars, on se sentait tout de suite moins seul et on pouvait avoir des débats sur les films et qu'on pouvait pas avoir dans la cour de récré, quoi, tu vois. Moi j'avais de la chance. Il faut aussi préciser qu'à l'époque on n'avait même pas de smartphone, donc c'est ça, c'était les Nokia 3310. Ouais, c'était ça, on n'avait pas de smartphone, donc on pouvait même pas aller sur les forums ou sur internet pendant les cours et tout ça, donc il fallait vraiment attendre d'être chez soi. C'est ça. Et donc en fait on allait sur les chats, enfin pour discuter entre nous il y avait les forums, donc avec un forum, vous savez ce que c'est. Il y avait aussi les chats, alors je sais pas si tous les sites avaient leur chat, mais bon la majorité avait leur chat. Et il y avait MSN. Alors MSN, qu'est-ce que c'était pour les gens qui sont un peu... Vous voyez Facebook Messenger, c'était pareil, mais c'était un partenaire Microsoft. C'est ça. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pu en avoir des conversations sur Star Wars sur MSN, quoi. C'était voilà, c'est nos années collège, c'est nos années lycée. On était jeunes, on était bêtes, on avait la vie devant nous. Puis maintenant, on est des vieux croutons. On était beaux, on avait des cheveux, on pesait 20 kilos de moins. Ouais, voilà. Voilà, on était insouciants. Voilà. Et donc du coup, tous les trois, voilà, on s'est tous les trois, je pense, impliqués dans la communauté. Toi, Sylvain, sur Site Clan. Toi, Henri sur Kamui Web et puis moi sur Anakin Web. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir vous impliquer dans la communauté de manière active ? Je voulais draguer de la geekette. Non, je déconne. En fait, moi, j'ai réellement intégré, connu Site Clan, paradoxalement, entre l'épisode 2 et l'épisode 3.
Je me suis, pour la petite histoire, en fait, je me suis inscrit sur SiteClan parce que je participais pas encore au forum, mais je regardais les news. Et pour lire les spoilers sur l'épisode 3, il fallait que je sois inscrit. Donc je me suis inscrit, j'ai passé la tête aussi du côté du forum, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et puis c'était à l'occasion d'un Star Days, je crois le 4, si je dis pas de bêtises, où dans le forum ça disait que il y avait Céline, il y avait sa sœur, il y avait Clément, il y avait tout plein de gens qui, j'espère, vont nous écouter aussi, qui disaient qu'il y allait. Et puis, moi, j'ai fait pareil, hein, donc un samedi ou un dimanche, je sais plus. Et puis, je les ai retrouvés au magasin. On a passé l'après-midi tous ensemble à rigoler. C'est vraiment là que j'ai découvert la communauté, voir des gens déguisés, costumés par contre. Céline va encore me mettre une grande claque dans les gencives si je continue à dire qu'ils sont déguisés. Mais c'était très marrant, c'était très sympa. Et puis au début j'étais sûrement vous tous, j'étais simple membre de SiteClan. Et puis petit à petit, comme j'adorais les jeux vidéo, je suis devenu newser côté jeux vidéo sur SC, et puis responsable aussi de la partie jeux vidéo du forum. Et puis au fur et à mesure, le temps passant, j'ai pris plus d'ampleur sur toutes les autres types de news, quasiment jusqu'à ce que, hélas, SiteClan ferme bien des années après. Mais en gardant les contacts, les amitiés, les détestations aussi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est même aussi, c'est grâce à SiteClan et à Céline que j'ai connu Star Wars en direct et que j'ai intégré Star Wars en direct et voilà. Ok. Merci pour ta belle histoire, Sylvain. Henri, toi, c'est quoi qui t'a poussé à devenir un des plus grands newsers sur CamiWeb? Lèche-cul. En fait, c'est vrai que j'ai commencé, avant d'arriver chez CamiWeb, c'est vrai que je traînais énormément donc sur le chat de Star Wars Universe, et c'est comme ça que j'ai rencontré Alex, qui était donc Camus, qui après on s'est rejoint un petit peu après sur MDCU, vu que c'est aussi lui le fondateur de MDCU et tout ça. C'est vrai qu'on s'est reconnus. C'est vrai que SVU était tellement développé, c'était déjà un tellement grand site, et Alex commençait tout juste son site internet depuis 6 mois. Il avait commencé, en fait, les premières semaines de son site, c'était un mélange, je crois, si je me souviens bien, de foot et de Star Wars. Et quand je suis arrivé, ça commençait déjà à être quasiment que Star Wars. Et j'étais un des premiers à m'inscrire sur son forum. Et c'est vrai que ça a commencé, on a fini par avoir des discussions par le forum, et il m'a rapidement recruté donc pour faire partie de son équipe, parce que je crois qu'il était le seul à l'époque. Et c'est vrai qu'on a formé un petit groupe comme ça, au fur et à mesure, on a rencontré d'autres personnes un petit peu, toujours via le chat de SVU au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça s'est développé comme ça, donc j'ai pris un rôle de staffeur, il y a eu des changements entre-temps, j'ai même quitté le staff pendant quelques mois. Mais évidemment, à l'époque, on pouvait proposer ces news, donc au final, je travaillais toujours autant en n'étant même plus dans le staff quand j'y étais. Puis évidemment, au fur et à mesure, la fille a fait que je suis devenu co-webmaster avant de terminer sur les dernières années, comme justement Camille était parti exclusivement sur MDCU, j'étais devenu le webmaster titulaire de CamiWeb. Et c'est vrai que après être newser, en fait, on va le dire les choses comme elles étaient. J'étais pas très assidu en classe, quoi. J'étais présent, mais j'étais vraiment pas... Les devoirs, je m'en foutais un peu, quoi. Je rentrais, j'avais autre chose, je voulais vraiment pas me plancher sur mes devoirs. Et c'est vrai que à l'époque où Internet commençait vraiment à se développer, j'étais vraiment connecté tout le temps sur Internet non-stop. Et je suivais tellement les sites, c'était à l'époque où tu avais des spoilers qui fusaient à droite, à gauche. Et souvent, je rafraîchissais tellement rapidement les sites Internet que j'étais souvent le premier à être
à être connecté sur ces sites-là pour pouvoir newser le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'est ce qui a un peu fait d'ailleurs la notoriété de ChemiWeb, c'était que 9 fois sur 10, on va dire, je suis pas là pour me jeter des fleurs, hein, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est vrai que j'étais très très souvent un des premiers à poster les informations après les sites américains, et c'est ce qui nous a fait vraiment grandir la communauté exponentiellement au fur et à mesure jusqu'à on a perdu peu à peu après les staffeurs après l'épisode 5 l'épisode 5 je pensais à 2005 après l'épisode 3, et puis c'est sûr que c'est que je pense que ça a été le même souci pour tous les sites de fans de Star Wars, c'est que des gens qui vont dire « il n'y a pas assez de news, il va y en avoir 100 000 », mais qui vont après se proposer pour faire partie des équipes, ça va être une bouchée de pain. Donc c'est vrai qu'à part une petite poignée d'irréductibles comme moi, où j'étais le seul newser de ChemiWeb pendant, je crois, entre 2005 et 2008, j'étais quasiment le seul avant qu'on ferme. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on a eu... On a eu pas mal de choses, puis on a eu aussi quelques news qui ont vraiment boosté le site. Je retrouvais justement l'historique du site tout à l'heure. On avait découvert aussi par hasard, je crois que je me souviens plus, c'était des fakes déjà à l'époque, où ça avait été des design tests, mais pour les DVD en 2004 de la trilogie originale, ça avait fait exploser le site. Et puis je me souviens aussi une autre grosse news qu'on avait eue aussi, c'était vers 2008, quand la série Clone Wars allait paraître, c'est que je ne sais plus comment j'avais fait, j'avais découvert sur un site obscur, je crois que c'était un site tchèque ou un truc dans le genre. Ouais, on voit bien le type de site sur lequel on peut aller, hein, mon cochon. Ouais, un site de Star Wars. Et je sais plus comment ils avaient eu en fait toute la liste ou quasiment complète des épisodes de la première saison de Clone Wars. Et j'avais posté ça, et je crois qu'on avait été les seuls et les premiers à le faire. On avait été repris par tous les sites francophones, et ça avait encore fait une fois exploser le site. Mais c'est vrai que c'est un désir. J'ai toujours aimé écrire, et donc c'est vrai que de retransmettre comme ça les news, et de voir l'impact, et de pouvoir après en discuter après, voir les gens venir sur ton site, voir le nombre de lectures, voir que ça attire du monde, c'est vrai que c'est un peu gratifiant quand même de se dire on fait pas ça pour nous-mêmes, et on arrive à atteindre les autres des dizaines et des dizaines de fans, quoi. Oui, c'est un peu ce que j'avais aussi, là, cet état d'esprit quand je m'occupais quasiment tout seul des news sur AC. T'es tout seul, tu vas à la pêche aux news, mais tu vois que ça réagit, ça rebondit. Tu regardes ce que font les petits copains. Puis t'as aussi l'excitation, tu te dis il y a une news, vite, faut que je sois le premier après, c'est à poster pour attirer le plus de lecteurs rapidement. Ouais, et puis il y avait une sorte de concurrence gentille entre nous, enfin, fallait être le premier par rapport aux autres et tout, et il y avait ce sentiment aussi on faisait partie d'une rédaction, quoi, tu vois, c'était un peu grisant parfois de oui, clairement, il y avait une espèce de course à l'échalote. Moi, quand j'y étais, quand je le faisais tout seul, je m'en préoccupais pas trop. Je regardais ce que les autres faisaient, savoir si je devais le poster ou pas. Je le faisais à l'instinct, en regardant ce qui était important, ce que je pensais être important ou pas important, sans essayer d'enfoncer les autres. Oui, ça c'est. Enfin après oui, moi j'ai toujours été en mode on s'occupe de ce qu'on fait, et puis fallait pas forcément s'occuper de ce que font les autres, quoi. C'était il y avait tellement de sites de toute façon que tu pouvais pas faire sur les... Et voilà, et moi sinon moi au début j'étais sur SiteClan aussi, dans les forums. C'est vraiment avec SiteClan que j'ai découvert un peu les news de Star Wars et tout. Mais c'était vraiment au balbutiement dans les années vers 2002, je crois, 2001-2002. Et moi j'avais cherché des spoilers. J'ai découvert qu'on pouvait avoir des spoilers sur internet. J'ai découvert ce que c'était un spoiler. Et je cherchais des infos sur l'épisode 2. Puis là j'étais tombé sur Anakin Web. Et puis il y a une news qui me plaisait. J'ai commencé à m'inscrire. J'ai commencé à échanger. Et puis j'ai voulu, comme toi Henri, tu vois, je voulais être actif. Je voulais écrire des news. J'aimais bien écrire. Donc du coup, très vite je suis devenu rédacteur d'actualité. Et puis comme toi, et que les années sont passées, je suis devenu rédacteur en chef, co-master d'Anakin Web. Et nous, contrairement à SiteClan,
Parce que c'était Pierre-Emmanuel qui avait fondé Anakin Web, et lui il avait toujours vu ça comme un fan club plus que comme un site web. Et autant voilà, la radio c'était Siteclan qui avait ça, et nous on avait essayé de lancer on l'a fait, hein, on a lancé une web TV. Et donc à l'époque c'était pas du YouTube, hein, et c'était vraiment un flux continu. Et avant de la sortir, on avait dû produire des tonnes et des tonnes de programmes courts inédits. Donc c'était de la parodie, des fausses pubs, des fan-films, et on avait une émission en direct retransmise sur le site, donc pas sur YouTube. Donc c'était vraiment les balbutiements du direct sur internet, et puis c'était une émission, on était 2 présentateurs avec un décor qu'on avait fait avec nos produits dérivés, nos PLV derrière et tout, et puis on parlait de l'actualité Star Wars quoi. Et voilà, on a dû faire une dizaine d'émissions. Après, ça existe encore pour qu'on se foute de votre gueule ou pas? Tu cherches Anakin Web TV, je sais pas si c'est encore c'est peut-être sur la chaîne YouTube de Planet Star Wars, mais c'est pas sûr. Mais je lance un appel s'il y a des gens qui ont enregistré ça, je veux voir ça. Mais Sylvain, j'en suis très fier. Je suis très fier de ces émissions. J'en suis très 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 fier. Voilà, ça à part des coupes de cheveux peut-être de l'époque, dont je suis moins fier, mais sinon du contenu. Et tu sais combien d'heures au total de programme ça a été? Je sais pas, mais c'était au moins une centaine d'heures de programme on a dû faire. Mais ça a pas tenu parce qu'en fait tu te rends compte qu'on était que des bénévoles. À l'époque on était étudiants et on faisait ça vraiment sous notre temps libre. Donc tu diras, tous les trois, de toute façon même aujourd'hui on fait ça sous notre temps libre. Mais c'était de la bidouille quoi, c'était vraiment du système D. Mais à long terme c'était pas tenable, tu pouvais pas faire ça sur le long terme. À la rigueur je pense qu'on aurait pu faire une émission d'actu tous les mois, mais après tu sais il y a la période noire qui est arrivée, on en parlera tout à l'heure, et puis il y avait plus de raison de faire des émissions quoi. Voilà. Mais c'est toujours le problème, même c'était le problème au début et même maintenant. C'est le temps qu'on y met, le temps qu'il faut pour alimenter les choses. On voit même, tu vois, avec SWD, des gens qui nous demandent en permanence c'est quand le prochain live, c'est quand la prochaine émission, c'est quand ceci. Si t'arrêtes d'alimenter le truc, les gens se barrent. Mais ça bouffe énormément de faire de produire tout ce contenu. Et quand tu te dis, en plus, fallait bosser avec un internet hyper ralenti et limité. C'est ça. Voilà. Là, je me souviens plus du temps que je passais exactement, le nombre d'heures que j'ai pu passer sur CamiWeb, mais même après quand j'ai créé Breaking News, j'ai co-créé Breaking News, c'est vrai que c'est à l'époque où je travaillais pas et je passais pour enchaîner des actualités, je passais facilement en soirée 3-4 heures dessus. Oui, mais aussi à l'époque, il y avait. Aujourd'hui, l'activité sur les sites était bien plus importante parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, si tu voulais discuter avec d'autres sur Star Wars, fallait passer par les forums. Et tous les forums aujourd'hui sont bien moins actifs à cause des réseaux sociaux. Ce que je trouve dommage parce qu'on est sur les forums, on avait quand même des conversations plus constructives. Bon, on avait 15 ans de moins, on n'avait pas la maturité qu'on a aujourd'hui, mais maturité, quand tu vois des débats plus, et les gens étaient moins agressifs. Voilà, c'est ça. Les films aussi de la prélogie, on avait tous entre, nous trois, entre 14 et 17 ans. En fait, on n'avait pas le même recul sur les films qu'on a aujourd'hui. Je sais pas vous, mais quand l'épisode 2 est sorti, c'était mon Star Wars préféré, tu vois. Et quand l'épisode 3 est sorti, c'était à nouveau mon Star Wars préféré, quoi. Alors que maintenant, le 2, je trouve que c'est le plus mauvais de très loin, quoi. C'était pareil. On n'avait pas sur recul. On passait à chercher les spoilers, à les étudier sous toutes les coutures. Et en termes de communication, voilà, on va faire un peu la transition sur la communication de la sortie des films. Aussi bien pour l'épisode 2 que l'épisode 3, en fait, on avait aujourd'hui le site officiel, je sais pas vous, mais pour moi il sert pas à grand chose. Ah, j'y vais même plus. Non, il sert plus à rien, il n'y a plus aucun article. Avant, t'avais des articles sur les sorties, t'avais des articles, t'avais même le forum, où on avait même, pendant très longtemps, moi je suivais un peu le forum justement en littérature parce qu'il y avait l'éditrice de Lucas Books, Sue Rostoni, qui de temps en temps passait pour répondre aux questions des fans, et de temps en temps justement pour CamiWeb je
je faisais une actualité sur les dernières, sur toutes les dernières questions-réponses, et quelquefois tu avais des trucs super intéressants, tu avais vraiment une vraie communication. Et on parle de notre communication, justement, il y avait un truc qui était... Alors autant je préfère largement la trilogie de Disney que la prélogie, mais au niveau de la communication, ça n'a jamais été aussi bien qu'en 2002 jusqu'en 2005. C'est-à-dire que le site officiel, en fait il y avait 2 sources d'informations. Pour nous, c'était le Lucasfilm Magazine et le site officiel. Alors, on va commencer par le site officiel. Ils avaient lancé pour le tournage de l'épisode 2 qui était en Australie. En fait, il y avait une webcam qui était... ils l'ont fait aussi pour l'épisode 3. Il y avait une webcam qui filmait une capture d'écran toutes les minutes. Et on pouvait... ce qui était sur les décors du film et tout. Donc en fait, c'était... il y avait des gens qui regardaient toutes les images et puis on pouvait voir tout d'un coup ah bah tiens là c'est le premier look d'Anakin dans le film, où on voyait Ewan McGregor contre 3 mecs en costume vert moulant, on savait pas ce que c'était, et il y avait plein de spéculations avec ça et tout, et tu vois ils sortaient aussi tous les mois, ils sortaient un mini documentaire sur la production du film. Donc ça pouvait être moi je me souviens, il y en avait un sur les costumes des Wookiees dans l'épisode 3, ou sur le maquillage de Dark Sidious, enfin, il y avait toutes les thématiques y passaient, et en fait, ça te donnait des informations au compte-gouttes sur le film, sans te spoiler l'histoire, et ça donnait, en fait, ça donnait à manger aux fans pour qu'ils discutent du film entre eux, et il y avait un vrai rendez-vous pour ces mini-documentaires. Et pareil, il y avait aussi ce qui s'appelait les images attaques, ou les images, les images select de George Lucas pour l'épisode 2 et 3. À chaque fois, j'ai parlé pour le 2 et le 3. Et en fait c'était toutes les semaines on avait une photo de la production sur le tournage et tout. Alors des fois ça révélait un spoiler, des fois c'était un petit détail et tout, mais en fait toutes ces choses là qui étaient communiquées officiellement, bah, ça nous donnait à bouffer pour discuter derrière, pour faire des actualités, et ça faisait des débats sans fin sur les forums, et c'était génial. Tandis qu'aujourd'hui avec Disney t'as quoi bah t'as rien, et du coup vu que t'as rien, et ben c'est que des fuites, et on en arrive à voir le scénario d'un film entier 3 mois à l'avance, parce que si tu donnes rien à communiquer aux fans, ben c'est le meilleur moyen pour qu'ils cherchent d'eux-mêmes, et de manière un peu pas très légale, quoi. C'est ça. Ouais, tandis que s'ils donnaient des choses au compte-gouttes comme ils le faisaient avec la prélogie, et ben les fans ils seraient moins en train de chercher de connaître toute l'histoire, et on aurait beaucoup plus de matière pour débattre, et on se dirait que la communication est bien meilleure, quoi. Et enfin franchement autant les films sont pas top aujourd'hui je trouve, mais la communication autour de ces films là dans les années 2000 a été fantastique. Moi je me souviens pas du tout qu'il y avait la webcam pour l'épisode 2. Si, il y avait ça. Si, et ça avait fait un tollé. C'était parce que pour l'épisode 3 ils ont décidé de rendre ça payant, parce que pour l'épisode 3 il y avait un service qui s'appelait, ils ont lancé le service Hyperspace, donc ils l'ont lancé je crois en 2003 quand ils ont commencé à tourner l'épisode 3, et du coup on payait un abonnement sur le site officiel qui l'a vraiment payé. Voilà, qui nous donnait accès à la caméra, et qui nous donnait accès à des articles exclusifs, et à des vidéos exclusives aussi. Par exemple, les mini-documentaires dont je parlais, en fait, on les avait, quand tu étais membre de l'Hyperspace, tu l'avais 1 mois à l'avance. Et à l'époque, tu avais... Qui a vraiment eu besoin de payer, parce que même à l'époque, les gens finissaient contre fans par se les partager. J'ai jamais eu payé. Oui, mais c'était pas aussi facile de se les partager. Tout, ouais. Parce que tu vois, à l'époque, t'avais pas tous les logiciels comme t'as aujourd'hui pour enregistrer ton écran ou des vidéos et tout. Fallait vraiment quand même toucher un peu de l'informatique pour pouvoir pirater les vidéos, quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'au final, en fait, il suffisait qu'il y ait une personne qui a un abonnement et qui transfère les informations à tout le monde, et puis on est tranquille. Mais je me souviens que quand même StarWars.com faisait la chasse au site qui diffusait les images de la webcam quand c'était payant, quoi. Ah oui, ça se faisait clairement sous le manteau, ça. On se les partageait sur les forums, sur les chats, et un petit peu en discret pour qu'on puisse comme les voir entre nous. Ouais. Même moi, j'ai encore tous mes dossiers d'images sur mon ordinateur, et je dois avoir toutes ces photos qui doivent traîner quelque part, hein, parce que moi je suis un peu, même un collectionneur de ce genre de trucs, entre guillemets collectionneur, mais c'est vrai que j'enregistrais toutes ces images, et je dois avoir encore dans mes dossiers toutes les images que j'avais récupérées de la webcam, et même justement toutes ces selects et attacks. Elles doivent traîner quelque part, je sais que je les ai, et j'ai pas supprimé. Partage. Et je peux. À côté du site officiel, on avait le Lucasfilm Magazine, donc qui sortait tous les 2 mois.
Et le Lucasfilm Magazine avait vraiment des exclusivités. Je me souviens que le premier visuel d'Anakin dans l'épisode 3, mondial, il a été diffusé dans le Lucasfilm Magazine. Ah, pas mal. Ah, tu vois. Et t'avais aussi une rubrique qui s'appelait Objectif 2002 ou Objectif 2005 selon le film, et c'était une séance de questions-réponses avec Rick McCallum qui te donnait plein d'infos sur le film. Et en fait moi c'était à chaque fois que j'achetais le Lucasfilm Magazine, c'était la partie que je dévorais le plus parce que j'avais ma dose d'infos sur le prochain film. Et il faut se dire qu'il y avait 3 ans qui séparaient les films. Donc 3 ans, ça en fait des Lucasfilm Magazine qui circulent, quoi. Comme j'étais pas là lors de la précédente émission, moi c'est vrai que le Lucasmag, je l'ai connu directement dès que je suis devenu fan de Star Wars. C'était en 97, le premier numéro, dès que j'ai vu l'édition spéciale, c'était la couverture, tu sais, avec Anakin agenouillé et Lucas en train de pointer du doigt dans le désert. Ouais. Je sais pas si ça vous s'en souvenez. Oui, je vois très bien. J'ai commencé par ce numéro-là avant d'acheter les précédents, et je me souviens même, il y a même un numéro. Chaque année, quand je partais en vacances sur la Côte d'Azur avec mes parents, il fallait absolument que j'emporte le dernier numéro paru de Lucasmag pour le relire pendant les vacances une fois ou deux. C'est ça, et c'est vrai que moi, comme toi, tu vois, les Lucasfilm, je les lisais, je les relisais et tout, parce que il y avait 2 mois de différence entre les parutions, et tu pouvais pas aller sur ton smartphone le traîner sur Facebook à cette époque-là, quoi, tu vois, ça n'existe pas, donc... Voilà, on regardait les images encore et encore, mais voilà, tu vois, là, c'était 2 instances officielles, à la fois papier, à la fois sur Internet, qui nous donnaient de la matière pour débattre derrière. Et d'ailleurs, on avait même eu aussi le script de l'épisode 2 qui était sorti, je crois, en avance. Et même je me souviens c'était justement, je crois qu'on s'était même concerté entre Cyclan et Camille Webb à l'époque pour le traduire, ou je ne sais plus, en tout cas, je s'était amusé. Ça allait même plus loin que ça, Henri. Ça allait plus loin que ça. C'était parce que même, à l'époque, il y avait un truc qui serait inconcevable aujourd'hui. C'est-à-dire que avant la sortie du film, il y avait le guide officiel, enfin c'était les Lucasfilm Magazine hors série qui sortait, qui était un peu le guide officiel en kiosque du film, qui te détaillait toute l'histoire, qui te racontait toute l'histoire avec des photos. Et ça sortait... Avant t'avais la sortie le roman du aussi, Et t'avais la novélisation. Vous en avez déjà parlé dans les précédentes émissions, mais il y avait même les romans qui sortaient avant. Moi, je me souviens pour l'épisode 3, sur le forum Millennium Falcon, ils avaient carrément eu non seulement l'audiobook, que j'avais écouté entièrement avant de voir le film, et c'est un audiobook génial que j'ai... Alors juste, je fais une petite parenthèse, le forum Millennium Falcon, c'était l'ancêtre de Making Star Wars, voilà. Je ferme la parenthèse. C'est ça. Mais je crois qu'ils existent encore d'ailleurs, Millennium Falcon. Ouais, mais c'est plus... Ils ont plus la notoriété, quoi. Ils ont perdu leur... Évidemment, ils avaient pas mal de gens qui faisaient pas mal les spoilers et tout ça, mais maintenant que c'est tellement de possibilités qu'ils ont perdu un peu de leur superbe. Mais c'est vrai que je me souviens, Millennium Falcon, ils avaient les spoilers, je surveillais les topics. Ah oui, mais eux, c'était les sujets au jour le jour, parce qu'ils postaient, quand ils ont commencé à poster même la bande dessinée, le comics de l'épisode 3, justement, qu'ils avaient même sorti. Oui, je me souviens, il y avait des cases après page. Juste une seule case qui était dévoilée et tout, et c'était... C'était... Moi, je me souviens, pour l'épisode 2, j'ai même eu la musique aussi comme ça, c'était avec un autre, je sais pas si on parle que pour certains, CloneWeb. Le site un peu fan de Clone qui s'appelle CloneWeb. Bon, il fait plus de cinéma maintenant, mais il était assez Star Wars avant. Et c'était un ancien, une connaissance qui s'en occupe, qui en fait a travaillé. C'était un magazine de fans. C'était un fanzine qui s'appelait Obi-Wan. Obi comme un hobby. Ah oui, je vois Obi-Wan, l'association. Et c'est aussi comme ça que j'ai connu un peu mes premières pages justement dans le magazine, parce que j'avais fait quelques petits écrits Star Wars et qu'ils avaient été très gentils de me publier à l'époque quand j'avais 13 ans, donc c'était un peu merdique, mais bon, ils avaient publié, j'étais content. Et donc c'est vrai que j'ai perdu le train de ma pensée, j'en étais... Bon, parler de choses... Ah, voilà. Non, tu parlais qu'on avait aussi à l'avance, voilà, on avait les scénarios à l'avance et tout. Et j'ai oublié aussi de parler d'un truc qu'on avait aussi entre les 2 films, parce que et c'était pas la moindre des choses, dire que on a eu pour notre génération le premier dessin animé Star Wars contemporain avec la série Clone Wars, qui a eu 2 saisons et qui nous a fait bien patienter entre l'attaque des clones et la revanche des Sith.
Et à l'époque, je me souviens quand ça avait été annoncé, c'était George Lucas qui disait c'est des épisodes de 3 minutes. Et là, j'étais en mode 3 minutes, il est sérieux. Et aujourd'hui, quand tu re-regardes ces épisodes, tu te dis qu'en 3 minutes, et ben le plus souvent en 3 minutes, tu racontes plus de choses aujourd'hui que dans un épisode de 20 minutes de Résistance ou de Rebels ou de The Clone Wars, tu vois. Ouais, souvent. C'était tellement efficace, c'était tellement bien. Si je me trompe pas, cette série était d'abord diffusée en plus sur le site internet. Oui, c'est ça, c'était sur le site internet. Pour les gens de l'Hyperspace, qui avaient l'Hyperspace, ils l'avaient une semaine à l'avance, je crois. Et les autres, ils l'avaient sur Cartoon Network. S'ils l'avaient, quoi, tu vois. Bon, moi, j'avais Cartoon Network, j'étais content. Moi, je l'avais pas de Cartoon Network, mais je les avais trouvées sur le net. Et puis, elles ont été assez rapidement disponibles en DVD, cette série-là. Donc, je me les suis achetées direct. Ouais. Et il y a mes bébés dans plein d'épisodes, il y a des Arc Troopers. Ouais. Et ça nous avait introduit le général Grievous, parce que c'était la première fois qu'il faisait son apparition. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, je trouve pas, ça me semble difficilement concevable qu'on te présente via l'univers étendu un des personnages centraux du prochain film, quoi. La petite différence, c'est justement comme ces épisodes-là étaient disponibles avant et sur le site officiel, voire sur YouTube après que quelqu'un ait fait tourner la caisse enregistreuse. On l'avait assez récemment. Maintenant, le problème de ces écrans-là, quand tu regardes Résistance ou Rebels, pour quelqu'un qui ne pirate pas, il faut attendre plusieurs mois pour que l'épisode il soit disponible sur une chaîne de télé où il faut être abonné. Parce que c'est ça, si tu regardes juste la TNT, c'est mort, hein. Tu l'auras pas. Si tu as juste ton bouquet basique de télé sur ADSL, il y a peu de chances que tu aies Disney XD ou Disney+. Donc il y a cette problématique-là. Rappelle-toi The Clone Wars, donc la série en 3D. Elle a été diffusée d'abord sur W9, mais ils n'ont pas... le mercredi après-midi, je crois, avec une retransmission un peu plus tard ou un autre jour le week-end. Mais ça s'est très vite arrêté parce que pas d'audience, parce que ouais, ça finit sur France 4 après, quoi. Ouais, voilà, et on n'a pas tout eu. Comme d'hab, on n'a pas tout eu parce qu'il n'y avait pas de public devant, parce que le public comme nous, ceux qui voulaient regarder, ça faisait des années qu'on avait déjà maté les épisodes, qu'on les avait déjà achetés. Oui, c'était en retard, quoi. Et maintenant, c'est vrai que à notre époque, on arrive à avoir les films en France 1 ou 2 jours avant, vu que nous on les sort le mercredi. C'est fou qu'on se retrouve encore à avoir du mal à avoir des séries télé. Il y a à peu près que OCS qui fait la rediffusion 24 heures après avec doublage et tout ça. S'y mettent, hein. Si toutes les chaînes s'y mettent. Je suis pas sûr que TF1 ou M6 ils sont en train de sortir leur plateforme de streaming sur certaines séries comme NCS et tout ça. Je suis pas sûr. Et même des séries comme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais Arrow par exemple, je crois que la saison 6 n'a jamais été diffusée en France, donc on n'aura peut-être jamais le Blu-ray qui va sortir. Mais Henri, je dois te dire qu'on s'éloigne du sujet. Donc, on a bien parlé de la prélogie, mais il faut pas oublier que c'était aussi la période des 25 ans de la trilogie originale. Et pour fêter ça, on a eu les premiers DVD de la trilogie originale. Il faut se dire qu'on a dû attendre, je crois, 2004, hein, ou 2004 ou 2003 ou 2004. Non, je crois que c'était 2004 ou 2005. 2004, ouais. 2004, voilà, pour avoir les premiers DVD de la trilogie originale. Avant, on avait les VHS. C'est assez dingue de se dire ça, quoi, tu vois. Ça a été très tardif, les DVD pour Star Wars. D'ailleurs, l'épisode 1, je crois, entre la sortie VHS et la sortie DVD, c'est passé au moins une année, quoi. Et... Ouais, je crois que c'est 2001, je crois. C'est même 2 ans, tu vois. Et donc, du coup, c'était assez hallucinant d'avoir tout cet écart, quoi. Et les DVD de la trilogie originale, donc déjà les films étaient déjà encore un peu retouchés, et en plus de ça,
on avait quand même, ça c'était bien, c'est qu'on a eu ce super documentaire qui s'appelle L'Empire des Rêves, qui est un vrai making-of sur l'ensemble de la production de la trilogie originale. Et je pense que c'est à ce jour le meilleur documentaire sur Star Wars qui est sorti, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Je sais plus où je l'avais vu, ce documentaire. Enfin, sur le DVD bonus, sûrement, Sylvain. D'accord. Mais non, je crois que je l'avais vu avant à la télé. Ah non, c'est pas possible parce qu'à la télé, maintenant ils le diffusent parce qu'aujourd'hui, quand ils diffusent Star Wars à la télé, généralement en seconde partie, ils diffusent l'Empire des Rêves. Donc D'accord. C'est peut-être pour ça que tu te dis ça. Et voilà, c'était un véritable événement. Il y avait la publicité partout à la télévision. Et c'était vraiment. Et ça nous avait permis aussi, encore une fois, de patienter entre l'épisode 2 et 3. Tu vois, on avait du nouveau contenu à regarder entre les deux films. Parce qu'autant, voilà, il y avait vraiment 3 ans qui séparaient les sorties des films, mais autant pendant les 3 ans, on nous sortait plein de choses. Plein de choses, voilà. 2004, 21 septembre 2004, le coffret DVD de la trilogie. Voilà. Puis il faut pas oublier que je crois que c'était en 2006 vous avez ressorti justement les films, les DVD de 2004 avec des versions un peu basse qualité. Enfin, c'était sur DVD, mais vous savez, c'était un faux 4/3 pour justement les versions d'origine. C'était un peu disque bonus avec les films originaux. Ouais, c'est ça. C'était ça qui sortait seul. Ouais. Je vais refaire un peu en arrière sur la prélogie, parce que j'ai oublié de parler d'un truc, c'était les fameuses bandes annonces. On en avait parlé dans l'émission des années 90, comme quoi la sortie de la bande annonce c'était un vrai rendez-vous qui passait à la télévision. Et c'était encore le cas pour la prélogie. Je sais que c'était les émissions cinéma de Canal+, qui diffusaient pour la première fois l'émission sur la bande-annonce de l'épisode 2, la première, vous voyez, où il n'y avait que la respiration de Dark Vador. Breathing, ouais. C'était Isabelle Giordano, la journaliste, et ils avaient fait une soirée spéciale Star Wars, c'est-à-dire qu'il y avait à 19h l'émission cinéma. Et après il y avait une soirée Star Wars avec un documentaire sur les fans de Star Wars et sur Mark Hamill. Ça s'appelait La Nuit Star Wars, voilà. C'est disponible sur YouTube si vous cherchez encore. Et il y avait tout un pataquès sur attention événement, pour la première fois la diffusion de la bande-annonce de l'épisode 2. Et ils ont fait ça pour le 2e trailer, et ils ont fait ça pour le 3e trailer. Et voilà, donc c'était pas en mode connectez-vous sur YouTube et puis vous allez voir le truc, quoi. C'était vraiment différent. Et fallait vraiment, moi je me souviens, fallait avoir le magnétoscope pour enregistrer la bande-annonce sur sa VHS pour pouvoir la re-regarder, quoi, parce que sinon c'était foutu. Moi, c'est ce que j'avais fait pour la toute première, justement, sur Canal+. Je l'avais enregistré. La seconde, la première s'appelait donc Breathing. On avait la seconde qui s'appelait Mystery, qui avait d'abord été uniquement disponible, si je ne me trompe pas, sur le site internet de Star Wars. Sûrement, ouais. Il fallait se connecter, je crois, via son DVD à l'époque. On avait une connexion... On accédait à un site internet spécial qui nous donnait accès. Oui, parce que sur les DVD, il y avait des liens internet. Il y avait des liens internet à la télévision. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, il y a eu Forbidden Love, et puis après, ça a été le déchaînement pour la dernière qui s'appelait justement Clone Wars. Ouais. Et moi, je m'en souviendrai toujours. Moi, je m'étais levé un petit peu plus tôt avant d'aller en cours. Et je l'avais téléchargé, parce que j'arrivais à peu près à la télécharger. Je l'avais regardé en boucle. Je l'avais fait tourner en boucle sur QuickTime pendant, je crois, 1h30. 1h30, pendant une heure et demie, j'avais regardé que cette bande-annonce. Et il y avait ce plan, je pense, qu'on a tous décroché notre mâchoire, c'était les Jedi en cercle, entourés par tous les droïdes de combat. Là, je me souviens, ce plan-là, j'étais en mode... Et j'étais tellement fan de Plo Koon que je faisais des arrêts en mode, mais il est où Plo Koon ? Il est pas là, il est mort. Mais j'allais apprendre plus tard qu'en fait, il était avec Ki-Adi-Mundi, qui allait rejoindre le cercle des Jedi un peu par quelques secondes plus tard, voilà. Puis là aussi, pour les bandes annonces, je me souviens, même pour Camille Web, on aimait bien prendre toutes les captures d'écran. Tous les sites faisaient ça, de toute façon. Trailer pour faire après notre petite analyse par rapport à... On faisait tout ça, on prenait tous les captures qu'on avait. Mais ça, on le fait encore aujourd'hui. Des heures à analyser. Ouais. Ça, on le fait vraiment encore aujourd'hui. Ça, c'est... Mais c'est vrai que ça a débuté dans les années 2000, les analyses de trailers, comme ça. Il n'y a qu'avec Star Wars qu'on analyse un trailer image par image. Je vois pas un autre film où tu le fais, quoi. Et pour l'épisode 3, je me souviens, il y avait la toute première qui était... c'était sur le site internet. Je crois qu'il y avait une heure précise sur le site officiel pour voir la toute première bande-annonce. Ouais.
Et là, moi, je me souviens, j'avais pas internet chez moi. J'étais étudiant dans mon appartement, j'avais pas internet. Du coup, j'avais été chez un ami qui avait internet, là. Arnaud, si tu m'écoutes, merci. Et qui était Star Wars Universe. Comme quoi, tu vois, moi, j'étais Anakin Webb, lui, il était Star Wars Universe. Et puis, on partageait ensemble une connexion pour découvrir la bonne annonce ensemble. C'était beau. Et puis, cette bande annonce, c'était génial avec Dark Vador qui avance sur son lit d'hôpital là, et la respiration. Enfin, c'était extraordinaire cette bande annonce. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Moi, je me souviens plus de la troisième parce que je sais pas comment vous l'avez vu, vous. Et ben, ça passait sur le Morning Live d'M6. C'était le Morning Live d'M6 qui a diffusé la dernière bande annonce en exclusivité. Parce que moi, je l'avais pas récupéré sur internet. Celle-là, j'avais récupéré en fait déjà un TV RIP en fait de la diffusion télé avant même qu'ils l'aient mise en ligne sur le site officiel. Ouais. Et c'était parce que une capture télé américaine. Ouais. La dernière, elle était passée d'abord en télévision avant de passer sur internet. Ouais. Et ce qui est encore une fois aujourd'hui inconcevable. Mais voilà, c'était une autre époque, c'était une belle époque. Et c'était une époque où il y avait aussi, on a parlé de l'émergence d'Internet, des DVD, et c'était aussi les premiers salons, les premières conventions. Alors, moi, la première que j'ai faite, ça s'appelait le Collector Rendez-vous. C'était la boutique Arkham parisienne qui organisait ça. Et avant ces conventions, alors moi je découvrais le magazine j'avais le magazine 10e Planète qui était un magazine sur les produits dérivés de Star Wars mais de toutes les licences, et il y avait les publicités pour les conventions. Et je m'étais dit mais on peut rencontrer des acteurs de Star Wars, c'est vrai. Et ma première convention Star Wars, je l'ai fait parce qu'à l'époque aller à Paris c'était tout un tintamarre. Maintenant j'y vis, mais et c'était ma grand-mère qui m'a accompagné pour ma première convention. Et là j'ai rencontré pour la première fois les acteurs de Star Wars. Donc c'était la première autographe, c'était Aura Singh qui était joué par Michonne Bourriag. Mais après très vite j'ai rencontré Peter Mayhew et j'ai vu que c'était un gros con. Ray Park, Dave Prose. Et après il y a d'autres boutiques qui ont suivi. Il y avait la Toy Star, la boutique Toy Star qui faisait les Star Day, où ils faisaient venir un jour mais plein d'acteurs. Il y avait Pulps aussi qui organisait sa propre convention. Et en fait il y a QC. Voilà, QC avait aussi commencé les générations Star Wars et science-fiction. Je crois qu'ils avaient même commencé en 99 il me semble. Mais je crois que c'est à partir des années 2002 qu'ils ont commencé à faire venir des acteurs et que c'est vraiment devenu un rendez-vous qu'on peut pas louper maintenant. Et c'était surtout l'occasion de rencontrer d'autres fans de Star Wars. C'est la première fois que je rencontrais en vrai les gens avec qui je parlais sur internet. Et ça c'était génial. Et j'attendais ça aussi longtemps, de manière aussi excitante qu'une sortie de film, tu vois. Parce que je me suis dit, pendant 2 jours là, j'ai parlé avec tous mes potes sur internet et c'est génial, quoi, tu vois. Et je vais être dans ma bulle pendant 2 jours et après, je vais attendre un an parce que c'était tous les ans les conventions. Et c'était génial, quoi. Est-ce que vous avez fait des conventions, vous, à cette époque-là ou pas ? Alors moi, des Star Day, des choses comme ça, des séances de dédicace. Je me rappelle bien de l'ordre. J'ai fait d'abord la première Star Wars Réunion, mais que le dimanche. Ensuite, j'étais au courant de son existence via Sidclan. Mais comme j'étais pas encore dans le move et j'étais pas encore inscrit alors qu'ils étaient là, je l'ai fait un peu tout seul de mon côté. C'est mon côté gros ours des cavernes qui aime beaucoup la foule. Ensuite, j'ai dû faire le Star Day, donc le 4, après avoir rencontré tout le monde. Mais j'ai surtout fait, on va vraiment dire la toute première, la Star Wars Réunion 2, avec Tonton Jeannot et mon meilleur pote Yoni, où on se levait à 6h du matin, on allait au Rex, on était devant le Rex à 7h30, et puis là on attendait que ça ouvre à partir de 10h, et on était à 2,50 m de la porte d'entrée. Et on a dû se croiser parce que, alors moi la première Star Wars Réunion, je l'ai fait en visiteur, mais en fait il y avait un concours de fan-film, et j'avais exprès pour Star Wars Réunion fait un fan-film en stop motion. Parce que j'étais un gros collectionneur, je suis toujours un gros collectionneur de figurines, et j'avais le décor de la Reine des Geonosis et j'avais tous les Jedi. Et du coup j'ai refait toute la scène
de la reine de Géonosis, mais du point de vue de Plo Koon. Et ça dure 7 minutes. Ça dure 7 minutes. Si... Vous tapez, je crois qu'on le retrouve encore sur YouTube, ça s'appelle Opération Géonosis. Coupez le son parce que le son, on a fait des doublages, c'était nul. Mais visuellement, à l'époque, j'étais très content de ce que j'avais fait. Et c'était passé au Grand Rex Star Wars Réunion. Et pour Star Wars Réunion 2, là, en fait, je faisais partie de l'équipe, en fait. Parce qu'il y avait Patrice Giraud qui avait demandé à Pierre-Emmanuel via avec le drapeau. De faire partie de l'équipe et de filmer, parce qu'en fait Patrice Giraud avait vu cette fameuse émission Making of TV et il s'était dit tiens ces jeunes là ils font de la vidéo, ce serait sympa qu'ils nous filment les coulisses de la convention. Alors du coup avec toute l'équipe du site en fait on est venu la veille et on a filmé toute la nuit toute l'installation de la convention et en fait on a dormi dans le Grand Rex. Pas mal. On a enchaîné la journée entière à filmer quoi, à faire les interviews des acteurs, tout ça. Et après, entre le samedi et le dimanche, on a peut-être dû dormir 5 heures. Et on a renchaîné le dimanche jusqu'à la fin. Et on était défoncés à la fin. Mais c'était un super souvenir quoi. Et on avait fini avec une interview dans les loges de Rick McCallum pendant une demi-heure. Et c'était fantastique quoi. Mais voilà, donc j'ai vu toute cette convention du côté coulisses. Je suis monté sur scène pour suivre les actes. Enfin, c'était génial. C'était une très 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 bonne convention. Et, la 2, tu m'as dit ? De quoi ? La 2, ouais, la 2. La 2, forcément. Voilà. Et on est en train de tanner Patrice pour faire la 3. Donc, on va lancer un hashtag Réunion 3. Et mettez balancez sur les réseaux sociaux. Envoyez ça à Patrice, au Rex, à Disney, on vous donnera les contacts. Il faut que cette convention revienne au moins pour une 3e édition, parce que je suis sûr qu'on ferait ça le comble. Voilà. Et ce qui était bien aussi à l'époque de ces conventions, c'était le prix des autographes, parce qu'à l'époque, on payait, pour n'importe quel acteur, on payait 20 € l'autographe, quelle que soit son importance. Et on avait le temps de discuter avec lui, on pouvait prendre une photo avec lui gratuitement. Enfin, c'était vraiment open quoi. Et alors qu'aujourd'hui, ça je n'ai déjà parlé dans des émissions sur les autographes, mais aujourd'hui c'est l'usine à gaz, c'est next. C'est des prix tu veux prendre une indécents. photo, tu payes et c'est plus 20 €. En ce moment, c'est un plus entre 40 et ça peut monter jusqu'à 800 € pour certains qui jouent Han Solo. Voilà. Mais dans les conventions, ça peut monter à 150 €. Oh, ça va, Pépère, il t'en a signé 650, hein, alors arrête de te plaindre. Non, juste 11, c'est pas assez. mais voilà, mais pour dire qu'à l'époque, voilà, c'était pas cher, on avait plus de temps avec les acteurs et on pouvait prendre des photos avec eux, c'était beaucoup plus convivial qu'aujourd'hui. Sauf avec Peter Mayhew qui s'amusait à jeter les enfants à la poubelle, voilà. Mais là, de toute façon, il est mort, donc oui, il est mort, avoir voilà. sa présence en convention, oui. À moins d'aller le déterrer. Il a fait des conventions jusqu'à sa mort d'ailleurs. Enfin bon, bref, il y en a qui. Et il y en a d'autres qui ont eu la dédicace gratuite de Marc Hamill à la sortie de l'épisode 5. Ah oui, parce que, non mais ça faut en parler. Faut en parler parce que ça c'est. Non, mais Henri, t'as raison d'en parler parce que ça aujourd'hui, encore une fois, c'est inconcevable parce que c'était le festival Jules Verne, c'est ça ? Ouais. Qui avait organisé une séance de dédicace avec Marc Hamill où on pouvait avoir son autographe gratuitement. Et ben moi j'étais aussi là, c'était au Carré d'encre, hein, c'est ça, Henri ? Et c'était totalement foireux. Ah oui, au Grand Rex. Attends, Henri, on raconte tout avec Seb parce qu'on a vécu les mêmes événements, espèce de petits salopards. Donc il y avait le festival Jules Verne, je sais plus s'il y a encore, ça n'existe plus parce que c'était des escrocs qui organisaient ça, mais ça c'est un autre sujet. Donc en fait on avait une séance de dédicace avec Marc Hamill parce que c'était pour les 40 ans je crois, non, ou les 30 ans de l'Empire contre-attaque. 30 ans je crois. Et je tiens à dire que cette année on fête les 40 ans, voilà, petit coup de ouais voilà, donc c'était pour les 30 ans de l'Empire contre-attaque. Marc Hamill était présent. Le soir, on avait la diffusion du film, tout ça. Donc le matin, séance de dédicace où on pouvait même acheter une planche de timbre spéciale pour cette occasion, tout ça. Sauf que la séance de dédicace est en gros à 10 ou 11 heures du matin. Ça doit durer 1h30. Donc, en bon fan qu'on est, à 7 heures, on est déjà devant la porte du Carré d'As. Sauf que on est à peu près à 50 mètres ou à 150 mètres de la porte parce qu'on n'est pas tout seul. Sauf que c'était tellement bien organisé
que tous les journalistes, tous les journalistes spécialisés en cinéma ont aussi été invités à une séance de dédicace, à poser de ces questions à Marc et tout ça. Et sauf que ça a traîné en longueur, et en longueur, et en longueur. Ce qui fait que la séance de dédicace, elle a réellement ouvert, je crois, en début d'après-midi. Et là, mes agneaux, c'était l'usine. Pourquoi ? Parce que on a la diffusion du film qui commençait bientôt, que le Marc, fallait aussi qu'il bouffe et qu'il se repose quand même avant la soirée, et que les organisateurs, en mettant la tête dehors, ils voient que merde, il y a l'intégralité du Grand Est qui est en train de faire la queue. Comment qu'on fait ? Et donc ça a été l'usine à gaz, la course à tout péter. Le pauvre Marc, il avait pas le temps de faire autre chose que sa signature, et ça défilait, et pas plus d'un autographe par personne, et ceci, et ça défilait, et c'était la pire saloperie qui arrivait. Aucune personnalisation sur les dédicaces. Ah si. Alors toi moi, j'ai eu peut-être, deux, nous, c'était un quand c'est arrivé à nous, c'était mort. Ah ouais, parce que moi fallait acheter la planche de timbre qui te signait, et après t'avais aussi le droit à un objet personnel qui te signait. Et moi les deux ils sont à mon nom avec que la force soit avec toi et tout. Ah bah moi on a grugé parce que mon pote Yoni était avec moi et lui il m'accompagnait et ça lui disait pas trop, donc moi je lui ai fait dédicacer mon boîtier DVD de la trilogie et mon pote lui a fait dédicacer la planche de timbre. Mais je vérifierai, je crois pas qu'il y ait mon nom dessus. Sylvain, je sais pourquoi c'était très mal organisé, et ça c'est une histoire que j'ai jamais racontée, je crois. C'est parce qu'en fait Marc-Hamill est venu à un moment où il y avait en Islande un volcan qui est rentré en éruption. Mm-hmm. Et Marc-Hamill devait arriver 2 jours avant le festival. Et moi j'avais été convié à participer à une émission télé avec Marc-Hamill où je devais faire des défis contre lui. Pour savoir qui avait la meilleure connaissance de Star Wars, si c'était lui ou si c'était moi. Alors tu t'imagines le fan que je suis en train de se dire putain je vais participer à une émission de télé, je vais être face à Marc-Hamill et je vais t'abander quoi. Et je vais le fumer sur ma connaissance sur Star Wars. Genre. Et après, je sais que j'aurai l'occasion dans les coulisses de faire des photos avec lui, de faire signer plein de trucs et tout. Hein. Mais alors, franchement, j'étais le roi du monde. Et ben, ce volcan est rentré en éruption. Ça a annulé tous les vols à l'international. Le Marc-Hamill, on savait même pas s'il allait pouvoir venir au festival. S'il pourrait venir. Il est venu 2 jours en retard. Donc l'émission, autant te dire, annulée. Je l'ai encore en travers de la gorge. Et en fait, il est venu, je crois que, tu vois, il est arrivé le matin même avant la séance de dédicace, quoi, tu vois. Tellement c'était fait à l'arrache. Et il devait faire une conférence de presse avec les journalistes la veille, qu'il n'a pas pu faire, parce qu'il n'était pas encore là. Ah oui, donc ils l'ont fait au début. Et je sais qu'il y a au moins la moitié des gens qui ont fait la queue qui n'ont même pas pu rentrer dans la boutique se faire signer, parce qu'en fait, il était parti. Voilà. Ah bah on sait, c'était on l'a vu, sa sortie. Et c'était gratuit. Et maintenant, aujourd'hui, une dédicace de Marc-Hamill, vous ne pouvez pas l'avoir en dessous de 300 €. C'est ça. Voilà. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai eu. Bah ouais. Ouais, non mais toi c'est pire. Et c'est moi qui vais raconter, espèce d'enfoiré. Donc il y a toute la soirée. Et il y a la présentation. Il vient, il nous fait le Joker, il nous fait Harrison Ford. Il y a le film, il est là, je crois, avec aussi sa famille. Donc il y a le film, il y a la soirée, on s'éclate bien, même s'il y a des gens qui, je me rappelle, avaient gueulé parce qu'ils étaient assis sur les strapontins. Tu sais, c'est les gens qui viennent au Grand Rex à une soirée où c'est comble, où la soirée débute à 20h et ils arrivent à 19h51. Tu sais, c'est le genre de personnage-là. Et donc, la soirée s'arrête. Nous, tout le petit groupe de Sid Clan, on sort du Rex, on se tape dans les mains, on dit bonjour, c'était beau, c'était génial, Marc-Hamill, tout ça, c'était excellent le film, première fois, machin. Et on va au McDo qui est en face du Rex. Et là, on a dalle, et on se retourne et on voit le petit Henri, là, qui est tranquillement en train d'attendre à la porte du Grand Rex. Sans rien nous dire. Enfin, si, il nous fait coucou. Il nous dit bonne soirée, les gars. Et puis nous, on rentre dans nos pénates.
Et quand on rentre, cette espèce d'enfoiré, sur le forum de Cyclan, il met une petite photo de lui avec Mark Hamill et sa famille, et sa petite dédicace. Cette espèce de bâtard avait attendu Mark Hamill parce qu'il a vu qu'il était dans l'entrée, et ne nous a strictement rien dit alors qu'on était de l'autre côté du carrefour. Bah déjà, honnêtement, j'étais même pas sûr qu'il était encore là. Il était même pas dans l'entrée. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était encore dans le cinéma, qu'il était pas encore sorti. C'est pour ça que j'attendais en fait. Mais moi, comme je les ai vus partir, bah, je vous ai fait au revoir parce que même moi, j'étais même pas sûr à 100% qu'il était là. J'écoutais un peu les discussions qui se passaient entre les fans qui attendaient là pour me dire, il est là ou il est pas là, il est là ou il est pas là. Puis il y a vraiment les rumeurs enflaient de plus en plus et effectivement, on était confirmé qu'effectivement, il était encore là. En haut dans le Rex, en train de parler et tout ça, et on se dit bon, on va rester et voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il est sorti, j'ai pas eu de photo avec lui, il avait pas le temps, il est sorti, il était complètement épuisé, puis il a eu tout de suite eu une vingtaine de fans à se jeter sur lui pour avoir sa dédicace, on le sentait, il soufflait, il était vraiment épuisé, quoi, il soufflait de fatigue en signant, on sentait qu'il en avait marre, quoi. Donc tu l'as eu, c'est l'essentiel. Il n'y a pas eu de photo, avec lui, il n'y a pas eu de photo, c'était pas nominatif, il signait très rapidement. Hein. J'ai pas eu une signature très très propre. Hein. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même eu la possibilité de l'avoir. Oui, c'est ça. Puis tu l'as rencontré. Puis aujourd'hui, Mark Hamill, il est un peu saoulé des conventions. Ça fait deux ans qu'il a, même plus que ça. Enfin, il n'a pas fait de convention en Europe depuis 2016. Depuis Star Wars Celebration Londres et je crois qu'aux États-Unis ça fait bien 2-3 ans qu'il n'a pas fait de convention, quoi, parce que il a plus besoin de ça en fait maintenant, tu vois, maintenant il travaille. Mais et ça devient quelqu'un de très rare à avoir maintenant, Mark Hamill, donc c'est une très bonne chose, quoi, qu'on ait on a tous pu l'avoir à ce moment-là et c'était très très bien, quoi. Moi, comme dédicace, j'en ai pas des masses parce que quand j'étais plus petit, j'avais pas vraiment l'argent de m'offrir des dédicaces. J'ai pu avoir Ray Park quand il était venu justement à la boutique Arkham Comics, quand il existait encore rue Soufflot, quand il faisait justement, à peu près en même temps qu'il faisait justement les collectors rendez-vous. Oui, parce que il y avait. C'est comme ça que j'ai connu. J'y allais en fait avec l'équipe d'Obi-Wan à l'époque. Donc j'étais avec cette équipe-là, qui est l'équipe qui a formé après l'association R2 comme un âge, et on avait donc après créé au fur et à mesure le fameux fan-film L'Ordre Sith, qui est, si ça parle à certains. Ah oui, moi je vois très bien. Ouais. Et donc on était là-dessus pour dédicaces. J'ai fait ça. J'ai eu effectivement Dave Prose quand lui était venu à Mâcon. Parce que j'étais là aussi, une petite convention qu'il y avait eu à Mâcon, parce que justement Alex de Camuy habitait pas très loin, donc on s'en avait profité pour se faire une petite virée là-bas pour faire la convention. Mais sinon, j'ai aussi Billy Dee Williams qui était venu justement à cette époque aussi à Mâcon, dont j'ai eu la chance d'avoir la dédicace. Mais c'était effectivement, comme tu te racontais, c'était à l'époque où ça valait encore le coup de faire des dédicaces. Ouais, maintenant, autant faire cher. Comme toi, partir à la chasse à la sortie des hôtels et tout ça, parce que en convention, honnêtement, moi je dis non. Hein. Moi, c'est même plus la peine d'y penser, ça m'intéresse même plus, hein, vu les prix et tout ça. Ah bah, c'était 100 euros, c'était 100 euros à célébration, là, tu vois. Par contre, je sais même pas combien ils les font à QC, les dédicaces, et encore, je pense que là-bas, à QC, ça doit être beaucoup plus régulier, c'est à peu près régulier à QC, c'est 20 euros. Ouais, donc c'est encore un peu à l'ancienne. Ça peut être à la fois honnête ou une très bonne affaire. Mais quand t'es obligé de faire un photoshoot derrière, tout ce qui est photoshoot et tout ça, moi honnêtement je dis non, je veux pas cautionner ce genre de pratique, quoi. Les photoshoots c'est un cancer pour les conventions. Maintenant ils savent qu'ils peuvent se faire de l'argent avec ça. À l'époque tu pouvais voir l'acteur, discuter avec lui, c'était gratuit. On en a parlé il y a une demi-heure de ça, mais voilà, ça a disparu, c'est bien dommage. Bon, on a parlé des événements, on va continuer toujours dans tout ce qu'on pouvait faire quand on était fan dans les années 2000. Et là, Henri, je vais te laisser faire, je pense, un monologue, parce que avec l'univers étendu à cette époque-là, c'était quand même hyper riche. On avait... les Ombres de l'Empire, c'était les années 90, mais on a surtout eu une grosse saga pendant les années 2000, qui était le Nouvel Ordre Jedi. Et on a eu plein de comics Darkos aussi qui se sont développés. Bref, c'est ta partie, Henri, vas-y.
Oui, effectivement, on peut pas parler de l'époque sans le développement. C'est effectivement le Nouvel Ordre Jedi qui a commencé même en 99, si je me souviens bien, aux États-Unis avec donc Vector Prime qui est devenu Vector Prime, je sais pas. En VF justement quand il était sorti chez aux presses de la Cité, mais c'est vrai que je crois que le premier n'est pas sorti en 2001 en France. Et c'est vrai que je me souviens encore, justement, c'était un article dans le Lucas Mac qui nous montrait justement les premiers épisodes, je sais pas, il y en avait déjà 5 qui étaient sortis aux États-Unis. On avait juste quelques petites informations avec les titres US à l'époque. Et c'est vrai que ça a été une série qui a tout changé avec la mort de Chewbacca, puis le développement que ça faisait. C'est une série qu'on n'aura jamais revue, même jusqu'à présent. C'était 19 romans. Est-ce que tu peux juste pitcher l'histoire pour les gens qui connaissent pas ? Non, pardon ? Est-ce que tu peux juste pitcher vite fait l'histoire pour les gens qui ne connaissent pas ? En fait, c'est l'arrivée d'une race extraterrestre dont on ne sait absolument rien, qui s'appelle les Yuuzhan Vong, qui sont invisibles à la force, c'est-à-dire que les Jedi ne peuvent pas les sentir comme s'ils n'existaient pas, et c'est une race qui est très basée sur le biologique, c'est-à-dire ils détestent les droïdes et tout ce qui est mécanique. Et c'était vraiment une force il fallait que les Jedi trouvent un moyen détourné pour arriver à combattre. Et ça a été vraiment l'ennemi principal que la Nouvelle République a dû affronter après le clone, après la personnateur après le faux throne en fait. C'était vraiment ça se passait en l'an 25 après. Ça a commencé en l'an 25 après un Nouvel Espoir. Et ce qui était très intéressant avec les publications françaises, à l'époque, j'avais pas lu en anglais. J'ai commencé mes lectures en anglais avec le roman qu'il fallait absolument connaître, c'était le Traître, le fameux roman qui avait tout changé, la vision de la Force à l'époque. Mais effectivement, ce qui était pas mal avec les diffusions, avec les parutions françaises, c'est qu'il fallait absolument suivre entre les sorties grand format et petit format, c'est-à-dire que si tu suivais qu'en petit format, tu avais effectivement la ressortie poche du grand format, c'était donc Vector Prime, c'était Point d'équilibre, c'était étoile après étoile et tout ça. En fait, il fallait les lire dans les sorties à la fois Presse de la Cité et Fleuve Noir à l'époque. Non, c'était encore Fleuve Noir à l'époque. Et il fallait les suivre dans ces ordres de sortie pour avoir l'histoire dans l'ordre. Sinon, tu étais obligé d'attendre que le poche du grand format soit sorti pour recommencer à lire. Mais ça, c'était un truc je sais pas comment ils le faisaient. Je pense que ça devait être pareil aux USA d'ailleurs. Je pense que les sorties US devaient être pareilles. Mais c'est vrai que ça a été une série qui a duré presque 6 ans, si je ne me trompe pas. Ça a duré jusqu'en 2005. Parce que c'est avec justement la sortie française de la Force Unifiée que Presse de la Cité avait décidé d'arrêter la parution des romans en VF. Enfin, en grand format, en tout cas. Tu vois, le Nouvel Ordre Jedi, c'était ma première lecture de l'univers étendu. Je me suis un peu... À l'époque, j'étais très figurine collectionneur. L'univers étendu, ça m'intéressait pas trop. Et puis, je voyais qu'il y avait déjà plein de bouquins qui étaient sortis là-dessus. Je me suis dit, vas-y, Seb, mets-toi là-dedans. T'as 10 livres de retard, mais vas-y. Et après, j'ai dévoré ça, mais en 2-2, quoi. Je trouve, autant, tu vois, je suis le premier à dire que Disney a bien fait de raser tout l'univers étendu, parce que pour les nouveaux films, fallait qu'ils aient page blanche et faire ce qu'ils veulent, parce que Star Wars, c'est avant tout des films. Mais ça m'empêche pas de dire que... Je vais pas gueuler, mais ça m'empêche pas de dire que, à cette époque-là, on pensait pas qu'il y aurait de nouveaux films. Donc du coup, on se sentait beaucoup plus libre dans les histoires, et les histoires pouvaient avoir des enjeux bien plus importants qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, faut pas le nier, voilà, l'univers étendu canon aujourd'hui, les histoires n'ont pas vraiment d'enjeu, quoi. C'est plus là pour boucher les trous entre les films. Voilà. Ce qui me va très bien aussi, parce que pour moi, Star Wars, c'est les films en priorité, donc ça me dérange pas. Mais en termes d'histoire pure, il faut pas se nier que l'univers étendu Legend, on avait des sagas comme ça qui nous emmenaient, qui épiques, et on savait pas comment ça allait se terminer. Avec la mort de Chewbacca dans le premier tome, on se disait, mais en fait, n'importe qui peut mourir dans cette saga. Et puis après, ça a continué avec d'autres sagas. Il y avait Ni Obscur avec les Killik, après il y a eu Legacy, et après il y a eu un autre truc. Bon, après, pour moi, je t'avoue, après Legacy, j'ai arrêté parce que ça devenait vraiment n'importe quoi pour moi. Après, ça a vraiment baissé. Dès l'époque, pour moi, c'est sûr que l'ancien univers étendu, c'est vrai que pour moi,
toute l'époque à partir du New Jedi, pour moi, ça a été mes meilleurs moments de lecture de Star Wars. Que ce soit Legacy ou après Fate of the Jedi. Ah, Fate of the Jedi, je trouve que c'était n'importe quoi. Pour le coup, c'est du camoulox. Ça, je trouve que c'est débile. Le pitch, je me dis, non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai détesté. J'ai pas lu, mais j'ai lu le pitch et j'ai détesté, quoi. J'ai trouvé. Et après, il y a eu des voyages dans le temps et tout. Enfin, pour moi, le voyage dans le temps, ça va pas dans Star Wars, quoi. C'est Star Trek, mais j'ai rien contre les voyages dans le temps, hein, mais c'est pas dans Star Wars. Et puis, et la nouvelle menace des Sith qui venait de l'ancienne... Enfin, j'ai trouvé ça nul. Et considérer les Jedi comme des hors-la-loi alors qu'ils ont sauvé la galaxie genre 50 000 fois et que tout le monde est au courant, je trouve ça totalement incohérent. Enfin bref, j'ai détesté. En fait, je voyais ça un peu, cette histoire de Jedi, un peu comme on voit un peu même dans les comics américains actuellement, où t'as les super-héros qui arrêtent pas, même on voit ça même dans Civil War, hein, c'est un peu la même chose. Ils ont sauvé la planète des tonnes de fois, mais d'autre côté, on fait quelque chose, on se dit, s'ils n'étaient pas là, est-ce que ça serait arrivé de la même façon? On le voit que ça soit dans Marvel, dans DC, et puis là on le voyait avec les Jedi dans Star Wars. Et à côté des romans, on avait aussi les comics. Et là, je pense qu'on avait aussi des très très bonnes séries. Alors les comics, c'est vrai que je m'y suis mis assez tard, même si je suivais effectivement toutes les sorties Delcourt, mais en VO, moi, ce qui m'a toujours le plus marqué, c'était même une combinaison entre les romans et les comics, ça a été la période Clone Wars. Ils avaient fait un truc magnifique avec Clone Wars. D'ailleurs, c'est à l'époque où George Lucas avait même décidé, si je ne me trompe pas, de passer l'intervalle entre l'épisode 2 et 3 à 3 ans, parce que si je me souviens bien, à l'origine, ça devait être que 2 ans. Et au final, on se retrouvait à avoir 3 ans à la fois entre les deux films, et en réalité. Et ce qu'ils avaient fait entre Dark Horse et Del Rey à l'époque, c'était justement de combiner tout ça pour faire une énorme histoire de Clone Wars entre 2002 et 2005, entre les comics et les romans. Donc tu avais vraiment une énorme histoire qui s'imbriquait totalement. Ouais. Donc tu avais des romans passionnants comme MedStar, les chirurgiens de l'espace, puis tu n'avais pas forcément les héros principaux. Donc c'était un peu intéressant de s'intéresser comme ça à des Jedi un peu à part, comme justement Chirurgien de l'espace, si je ne me trompe pas, c'était avec Luminara Unduli. C'était Barry Sophie. Et Barry Sophie. Effectivement, tu avais Dark Rendez-vous avec, c'était Dooku et Yoda, mais tu avais plein de petits romans comme ça, et puis tu avais les comics t'avais toute la mini-série Obsession, mais tu avais toute la saga Clone Wars. En fait, tu avais deux grosses sagas Dark Host, deux grosses séries ongoing. Tu avais Empire qui couvrait la période de la rébellion, et tu avais République qui couvrait en gros la guerre des clones, quoi. Mais c'est vrai que Empire à l'époque, comme j'achetais pas tellement j'ai commencé justement à acheter la série République en VO à l'époque, justement dès le premier numéro de Clone Wars. Donc c'est vrai que Empire, je l'ai connu que beaucoup plus tard je sais même pas si je l'ai pas découverte en VF ou alors quand je l'avais acheté complète en TPB américain. Parce que c'est vrai que j'avais dû faire un choix, j'avais pas beaucoup d'argent, donc les comics c'était vraiment... je me suis lancé dedans, les comics Star Wars, sérieusement avec Clone Wars, où dès que j'ai appris que c'était vraiment une histoire qui se suivait, mais c'était vraiment un truc qu'on verrait plus de maintenant, quoi. Vraiment, pendant ces 3 années-là, tu as eu des romans et des comics qui s'intercalaient, puis tu as eu avant même d'avoir le roman de la novélisation de l'épisode 3, qui reste pour moi un des meilleurs romans de l'UE à ce jour, pour moi, tu avais le roman précédent qui était une préquelle, qui était justement Le Labyrinthe du Mal, qui était aussi un roman génial, quoi. Vraiment génial. Et c'est là que tu avais les premières incohérences de l'univers étendu aussi, parce que tu te rends compte que la série Clone Wars de Tartakovsky et les romans, c'était pas... déjà pas tellement lié. Ouais. C'était pas tellement lié, quoi. Et les deux, et autant le Labyrinthe du Mal, c'était censé être juste avant l'épisode 3, mais la série Clone Wars tout court, c'était censé être aussi juste avant l'épisode 3. Donc il y avait un petit problème de timeline. Ça se tapait dessus, mais même au niveau de tous les comics, finalement, moi je me rappelle j'ai toujours cet exemple où on me sort justement que la série de comics ou de BD The Clone Wars est mieux que la série 3D The Clone Wars. Et j'ai toujours cet exemple, moi, que je trouve parfait pour faire claquer, pour la faire fermer à ces gens qui lisent ça. Dans l'un des épisodes du comics, on a quand même
Obinu qui va chercher Anakin sur Naboo, mais il est pas juste sur Naboo, Anakin, il est carrément dans la villa de vacances de Nathalie Portman, de Padmé. Quand Obinu il arrive, t'as Anakin qui est en calbute et Padmé qui est en nuisette. Et quand Anakin pose très sérieusement la question à Obinu, mais comment tu m'as retrouvé, poteau? Il y a Pépère, il lui dit, mais Anakin, tout le conseil Jedi sait où tu passes tes vacances. Et avec qui? Déjà, rien que là, d'où t'es en guerre, t'as leur plus grand guerrier qui prend des vacances, donc déjà de 1, et de 2, comment ça? C'est écrit dans le code Jedi que pas d'amour, pas d'attache, tout ça, et t'as tout le conseil Jedi qui est en train de lui dire, mais Anakin, on sait que tu fais zizi pampan avec Padmé, mais YOLO. Non, il savait où il était, il savait pas ce qu'il faisait. Arrête de te foutre de ma gueule. Arrête de te foutre de ma gueule. Bon, je t'avoue, alors, je me souviens même pas de cette histoire. Si on a fait le tour de l'univers étendu, on va passer à notre prochain chapitre. C'est pas fini encore. Il y en a combien des chapitres? Il y en a encore des chapitres. Il y en a encore 3. On passe aux produits dérivés. Parce que dans les années 90, on a eu beaucoup de figurines Kenner Hasbro. Mais en fait, quand tu voulais collectionner, en fait, t'avais que ça, quoi. T'avais que les figurines Kenner Hasbro. Surtout en France. Et au Québec, je pense aussi. Mais ce sont dans les années 2000 qu'on a eu les premiers objets collector vraiment Star Wars et qui a eu les premières marques qui sont aujourd'hui connues de tous qui ont développé la licence Star Wars. À commencer par, attention, Cocorico Attacus, qui sont un atelier de sculpture français spécialisé dans la bande dessinée franco-belge, qui ont acquis la licence Star Wars et qui ont été les tout premiers à faire des grosses statuettes Star Wars en résine entre 30 et 40 cm selon les personnages. C'était tous numérotés à 2000 exemplaires et c'était vraiment les précurseurs et on pouvait donc se les commander via le Lucasfilm Magazine mais aussi via les boutiques d'import. On a aussi eu Gentle Giant qui est arrivé. Alors eux ils avaient la technologie, c'est-à-dire de scanner les visages des acteurs pour pouvoir en faire des bustes. Et ils ont aussi après commencé à faire des statuettes quand ils ont vu que les statuettes Attacus, qui étaient les seuls sur le marché à faire des statuettes à l'époque, ça se vendait comme des petits pains à l'international et qu'il n'y en avait que 2000 dans le monde, forcément fallait d'autres marques qui proposent à d'autres formats aussi des statuettes. Donc Gentle Giant est arrivé, il y a Sideshow qui est arrivé, surtout Sideshow avec des figurines 12 pouces. Et puis on a eu aussi Master Replicas qui est arrivé et Code 3 qui eux faisaient des props, c'est-à-dire ils faisaient des répliques d'objets de films. Donc moi par exemple j'ai le Master Replicas de Dark Maul qui est vraiment hyper lourd, qui est vraiment la réplique comme Ray Park a tenu lors du tournage. Et ils ont fait aussi les premiers sabres laser FX, c'est-à-dire c'est avec déjà un manche de très très bonne qualité, une très belle réplique, et avec en plus de ça la lame qui s'allume et pour faire joujou avec et quelques combats. Voilà. On a aussi Hasbro qui a excessivement amélioré ses figurines. Les figurines devenaient vraiment multi-articulées. Dans les années 90, on avait vraiment des figurines bodybuildées. Là, on avait enfin des figurines fines. Enfin, quand je dis fines, elles n'étaient pas maigres, mais elles étaient bien proportionnées. Et on a eu de très très belles gammes. Moi, je me souviens de la gamme Power of the Jedi. Chaque figurine était livrée avec... donc Power of the Jedi, c'était en 2001. Et chaque figurine était livrée avec un petit livret sur le personnage avec une petite biographie. On avait même quelques éléments d'univers étendu pour agrémenter sa biographie. C'était assez sympa. Et là, c'était limite des petites statuettes qu'on avait de 10 cm. Les figurines étaient très peu articulées, mais elles étaient dans des positions bien définies, qui reprenaient des poses épiques un peu des films. Et après, voilà, tout s'est développé. Les figurines ont commencé à avoir des actions spéciales. Les Jedi avaient les mains aimantées pour récupérer les sabres laser en métal. On pouvait enlever les lames de sabres laser. Enfin voilà, il y a plein de petites technologies qui sont arrivées chez Hasbro et c'était un peu l'âge d'or de la figurine Star Wars. Honnêtement, enfin 10 cm pour le moins. Et c'est pendant cette décennie qu'on a eu
toutes les grosses marques aujourd'hui, hormis Hot Toys qui arrive en 2010. Mais voilà, toutes les grosses marques sont arrivées dans les années 2000 et il y a eu une demande de plus en plus forte et sans arrêt, voilà. Moi, je devais faire des allers-retours à Paris pour acheter des figurines parce qu'en fait, maintenant, les figurines intéressantes, elles étaient que dans les magasins d'import. Donc, c'était vraiment la mission, aller à Paris, dans la boutique, pour aller acheter les figurines. Voilà. Est-ce que vous étiez collectionneur comme ça, comme moi, dans les années 2000 ou pas du tout ? Moi, ça va être rapide vu que moi, j'étais surtout concentré littérature et comics. Donc, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de budget. Donc, c'est vrai que pour moi, tout ce qui était figurines et bustes et tout ça, c'était vraiment hors d'accès vraiment très loin d'accès pour moi, donc je me concentrais vraiment sur le peu d'argent de poche que j'avais sur la partie littérature, mais c'est vrai qu'après j'ai quand même eu une petite collection, je sais pas, petite dizaine de figurines de l'épisode 2 dans leur blister bleu, mais à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai eu à l'époque, un petit peu avant, voilà, ça ferait plus partie de la précédente émission, mais j'en ai un petit peu plus eu en 97 quand j'ai commencé à être fan. Donc j'en demandais un petit peu à mes parents, celles-là elles ont été ouvertes, mais sinon ouais, pour l'époque prélogie, c'est vrai que pour moi ça a été vraiment très très peu de chagrin, ça n'a jamais été mon grand intérêt, et les trucs qui m'auraient éventuellement intéressé, donc tout ce qui était Gentle Giant, Atticus et tout ça, je n'avais malheureusement pas le budget, donc c'est vrai que je me suis pas tellement penché sur ce côté-là du fandom. Et toi Sylvain ? Alors de mon côté, j'ai commencé j'ai commencé ma collection à partir de la Star Wars Réunion 1. Ils vendaient à ce moment-là la 1 ou la 2, je sais plus, mais à l'une des deux, ils vendaient donc un Anakin épisode 3, donc ça devait être la 2 peut-être, la Star Wars, je sais plus. Mais ils vendaient donc un Anakin épisode 3 dans un petit boîtier carton collector par-dessus. C'est la toute première que j'ai achetée, donc c'était les Hasbro 3 pouces. Et c'est la première d'une longue série, puisque à l'heure actuelle j'en ai 400 de ces machins-là. Et c'est vraiment le premier objet que j'ai collectionné. Principalement justement du Hasbro 3 pouces, avant depuis quelques années il a passé sur du Black Series 6 pouces. J'ai du buste Gentle Giant, j'ai un Master Replica de le sabre de Yoda que j'ai gagné à la boutique Brian Toys, et je remercie les poteaux de Minting Box parce que c'est grâce à eux que j'ai pu récupérer mon lot. Parce que pour la blague, eh bien, le magasin m'avait envoyé un mail me disant que j'avais gagné mon sabre, que j'avais gagné mon lot, tout ça, me demandait mes coordonnées pour m'envoyer le paquet. Et puis, plusieurs mois après, rien. Et j'avais beau relancer le magasin, pot de zob, pas de réponse. Donc j'ai été faire un tour chez les mecs de Minting Box. Je l'avais déjà croisé quelques-uns à un Starday, je leur ai expliqué le truc, et puis l'un d'eux m'avait dit vas-y, contacte-moi via mail, le truc. Je leur avais expliqué, et eux, comme ils connaissaient bien les mecs de Brian Toys, donc ils les avaient recontactés, et puis quelques semaines après, douane et poste transatlantique oblige, j'ai reçu mon sabre laser Master Replica de Yoda. Et le seul Atticus que j'ai, c'est une petite figurine de Stormtrooper qui est un genou au sol en train de tirer, que j'ai gagné aussi à un mini concours sur la radio WeFM. Alors pour la blague, il disait qu'on pouvait gagner une statue Atticus de Stormtrooper. Donc moi je pensais aux statues Atticus géantes. Et quand j'étais à la station de radio récupérer mon lot, ils m'ont sorti la petite boîte et je leur ai demandé si ils s'étaient pas trompés de lot. Et le mec à l'accueil était revenu, il dit non, c'est ça la statue Atticus qui était en lot. Ok. Alors je suis très content de l'avoir, mais il faut leur rappeler la définition d'une statue et d'une figurine, quoi. Moi des Atticus, vu que ça coûtait cher, en fait moi j'en avais une
pour mon anniversaire, parce que je suis né juste après Noël, je suis né le 26 décembre. Donc du coup, j'avais pour Noël et l'anniversaire, j'avais une Atticus que je demandais. Donc moi j'ai Dark Vador, Boba Fett, Han Solo et le Sandtrooper. Voilà, c'est mes 4 personnages préférés de la trilogie originale. Et pareil, moi j'avais commencé comme toi, j'avais une centaine de figurines 10 cm Hasbro. Et j'ai commencé les bustes Gentle Giant, mais je voulais absolument commencer par Boba Fett, parce que Boba Fett c'est vraiment pour moi le plus beau buste que Gentle Giant ait encore fait aujourd'hui. Et je me dis, si j'ai pas Boba Fett, ça sert à rien d'avoir le reste, parce que c'est mon buste préféré. Et j'ai un ami qui me l'a trouvé dans les bas-fonds d'internet, et j'ai pu l'avoir. Et puis après, ben voilà, c'était... dès que j'avais un peu de sous de côté, je me prenais un. Et surtout, il y avait des conventions qui permettaient d'avoir des objets collector beaucoup moins chers. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus trop d'affaires en convention, mais à l'époque, les conventions, c'était vraiment l'occasion de faire de très très bonnes affaires. C'était la grande braderie, quoi. Donc c'était à chaque fois, moi, je mettais souvent des sous de côté, même je travaillais l'été pour pouvoir m'offrir des trucs comme ça en convention. Et c'était assez satisfaisant. Voilà, maintenant, les bonnes affaires se font de plus en plus rares. Voilà. Oui, clairement, je dirais que tu fais des bonnes affaires entre amis. Oui. Mais en convention, même si j'ai craqué pour certaines figurines hors de prix, c'est quasiment impossible de faire des bonnes affaires. Que ce soit dans les gros salons ou les plus petits, que ce soit à QC ou à la Paris Comic Con. À QC, tu peux encore faire des trucs, il y a encore des affaires sympas à QC, mais à Paris, j'ai rien. Faut gratter. Je m'excuse s'il y a certains vendeurs de QC qui nous écoutent. Mais qui vendent des figurines Mandaloriens 80 € au lieu de 19. Voilà, c'est ça. Il est QC. Non, je l'ai acheté 60. Oui. Oh, mais d'autres prix, d'autres figurines Black Series ou autres, des trucs qui valent 4 fois le prix. Bon, je veux bien qu'il faille payer l'essence ou le train pour venir et l'hébergement et tout le bordel. Mais quand en plus tu vends 4 fois le prix une série soi-disant en édition illimitée, que t'en as 50 dans ton carton, c'est pas que tu veux te faire un bénéfice, c'est que tu veux m'enculer et à sec. Ouais, et alors ça fait mal. Donc voilà, c'est pour ça que pour le moment je préfère quand même toujours acheter mes figurines en ligne, quoi. Ouais. Parce que j'ai moins même en mettant les frais de port, il y a des fois je me fais moins enculer qu'en convention, quoi. Il y a des très bonnes affaires. Au dernier QC j'ai récupéré la Black Series de Kylo Ren en version collector. Donc c'est celle que tu as aussi avec le drapeau du premier ordre. Sylvain. Le petit présentoir. Voilà. Tu me parles des années 2010, mais en quelle année sommes-nous pendant cette émission ? Je sais plus. Ah là, on est en 2005 et on n'est pas en 2010. Bon, retour au sujet. Je pense qu'on a fait le tour rapidement des produits dérivés. Je vous encourage à re-regarder les émissions collector que j'ai fait avec Raphaël sur les différentes grandes marques, parce que souvent ce sont des grandes marques qui ont commencé dans les années 2000 et on en parle beaucoup plus en détail, mais là on n'a pas le temps d'en reparler en détail, de toute façon on l'a déjà fait avec Raphaël. Et on va avancer vers les jeux vidéo. Et les années 2000, ça a été un vivier d'excellents jeux vidéo. Moi je vais en citer 3. Surtout ceux que j'ai adoré dans les années 2000. Le premier, c'est Rogue Leader, qui était sur GameCube. C'était la suite de Rogue Squadron. C'était une claque visuelle. Les combats entre X-Wing et TIE Fighter, enfin même on avait tous les chasseurs de la rébellion. L'émission était vraiment sympa. La campagne, l'histoire se tenait la route. On allait vraiment dans des environnements très différents. La jouabilité était parfaite. Pour moi, c'est peut-être actuellement le meilleur jeu Star Wars qui ait jamais sorti. Après il y a eu KOTOR qui était une grosse claque sur ordinateur. Donc Knights of the Old Republic, c'était un jeu de rôle, enfin c'était un peu le Final Fantasy de Star Wars, et avec des personnages cultes comme Darth Revan, Bastila, Darth Malak. Je l'ai fait 3 fois ce jeu, je crois, une fois pour finir gentil, une fois pour finir méchant. Enfin, le jeu était très long aussi. Il y avait 4 disques à installer sur son ordinateur pour pouvoir y jouer, c'est dire. Et le troisième jeu qui a marqué, c'était pour moi le réveil de la Force. The Force Unleashed, où on interprétait
l'apprenti secret de Dark Vador. Et là, c'était sur les consoles next-gen de l'époque. Donc là, c'était la PlayStation 3. Et on pouvait, pour la première fois, on pouvait défoncer les décors, vraiment utiliser la force pour faire voltiger les Stormtroopers, les faire exploser. On avait des possibilités qu'on n'avait jamais eues avant dans un jeu vidéo. Et voilà, je pense que pour moi, les années 2000, c'était vraiment la meilleure année pour le jeu vidéo Star Wars. Parce que on verra la prochaine émission, les années 2010, c'était pas folichon, quoi. Est-ce que vous avez joué à ces jeux-là, vous ? Alors moi, le seul jeu qui m'a marqué, parce qu'en fait, j'étais pas tellement j'ai pas eu de console pendant très longtemps avant de passer à la PS4, la PS3 pardon. J'ai eu la PS1, mais j'avais fini par la revendre parce que j'y jouais pas, donc j'avais eu ça fait plus partie de l'ancienne émission, c'était Jedi Power Battles à l'époque de l'épisode 1. Puis après, donc ouais, j'ai pas eu grand chose, mais un jeu qui m'avait beaucoup marqué, sur lequel j'ai passé des tonnes d'heures. Et ça a été un de mes premiers jeux en ligne, ça a été Jedi Knight 2. Oui. Qui était sur PC, où on pouvait jouer en ligne aussi le début des jeux en ligne sur PC. Et ça, j'ai passé des heures, je rentrais des cours et pouf, ça y est tout de suite, il fallait absolument que j'aille jouer j'allumais l'ordinateur pour jouer à Jedi Knight 2. Il y avait deux modes, il y avait le mode histoire, il y avait le mode multijoueur. Ouais, j'ai jamais été un très très fan des modes solo, même actuellement quand je joue, c'est surtout Battlefield, donc c'est déjà en ligne. Et donc ouais, c'était Jedi Knight 2, j'ai passé des heures et des heures, j'étais même assez bon déjà à l'époque, mais c'est un jeu, d'ailleurs quand ils l'ont ressorti récemment sur PS4, donc je me suis dit tout chouette, je vais pouvoir y jouer, et non, il y avait c'était juste pour le mode solo, il n'y avait pas de mode multijoueur, donc ça m'a un peu déprimé sur le moment, parce que je me suis dit tiens, je vais pouvoir peut-être retrouver un peu ce mode multijoueur qui m'avait tellement fait rêver, qui m'avait tellement fait passer du temps à l'époque, où c'est comme ça que j'avais connu mon premier langage SMS en anglais. Parce qu'au début, évidemment, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Puis on avait le clan de SVU, parce qu'à l'époque, il y avait juste le clan des SVU que j'avais rejoint, le clan ZVU, où on se retrouvait aussi déjà un petit peu en ligne à faire des matchs et tout ça, mais c'était vraiment... le nombre de parties que j'ai pu faire là-dessus, c'était... Waouh. Grosse nostalgie, quoi. Et toi, Sylvain, t'as joué à quelques jeux ou pas ? Ah oui, pas mal. Je pourrais pas te dire lequel en premier, mais alors je sais pas si c'est Jedi Knight 2. Peut-être que je l'avais celui-là, mais je sais qu'il y en a un que j'ai retourné des dizaines de fois. C'est Jedi Academy. Comme en plus dans celui-là, c'est Jedi Knight 3 en fait, Jedi Academy. Ouais. Alors pour rappeler juste aux auditeurs, Jedi Knight 2, on interprétait Kyle Katarn, qui était un mercenaire qui est devenu Jedi sous Luke Skywalker. Et là, dans Jedi Knight 2, il combattait un des apprentis qui était passé du côté obscur de Luke. C'était pas un lézard. Ouais, c'était Dessan, il s'appelait. Et je l'avais aussi. Alors, et dans le 2, il sauvait son apprenti. Et l'apprenti du méchant de Jedi Knight 2 était la grande méchante du 3. Et ce qui était bien dans Jedi Knight 3, donc Jedi Academy, c'est que tu choisissais l'espèce de ton personnage. Et son sabre, et la forme de sabre. Et tu pouvais être un Keldor comme Plo Koon. Et ça, c'était trop cool. Malheureusement, Jedi Knight 3, j'ai même pas eu le temps de vraiment y jouer, parce que je sais pas pourquoi il a jamais réussi. C'était même pas une question de graphisme, parce qu'il tournait son ordinateur, mais je sais pas, c'était une question de connexion. Dès que je l'avais acheté à petit prix, impossible de le faire tourner correctement en ligne, donc après 2 parties, j'avais laissé tomber, malheureusement. Moi, je l'ai pas eu parce qu'il sortait pas sur ma console autant, et le 2 il est sorti sur GameCube, autant le 3 c'était que sur Xbox. Donc moi je les avais sur PC, je jouais uniquement sur PC à cette époque-là. Donc dans la liste des jeux que j'ai eu, parce que c'est vrai que je me suis mis tard, mais je suis très gamer. Donc j'ai eu Jedi Knight 2, j'ai eu Jedi Academy, j'ai fait les Rogue Squadron, j'ai fait les jeux vidéo de stratégie Empire at War. Ah oui, le Age of Empire de Star Wars. Ouais, voilà, celui-là, où tu mettais à peu près 15 ans pour arriver à pouvoir construire l'Eclipse. Et il avançait à la vitesse d'un demi-pixel
par heure sur la carte, et quand il arrivait enfin en position de tir, c'était la fin de la partie parce que tu avais réussi à faire le scénario qu'on te proposait. Et puis bien entendu les KOTOR, le 1 que j'ai retourné plus souvent que le 2. Alors pour la petite histoire, j'ai dû arrêter de faire ces deux jeux là à un moment quand j'ai changé de PC, parce que quand j'ai changé de PC, je me suis rendu compte pour le premier KOTOR que dès qu'on arrivait dans l'Ebon Hawk, la première fois qu'on prend l'Ebon Hawk, on a les contrôles à la souris d'un canon spatial, enfin d'un canon du Faucon, de l'Ebon. Le problème, c'est qu'en changeant de PC, la souris ne fonctionnait pas sur la tourelle. Je pouvais la déplacer horizontalement, mais pas verticalement. Donc pour shooter les ennemis qui venaient, c'était quasiment impossible de passer cette séquence-là, parce que ma souris était pas reconnue ou mal reconnue. Il y a un bug, j'ai jamais réussi à le résoudre, et donc j'ai dû arrêter de faire de rejouer au KOTOR à ce niveau-là. Bon, je les avais déjà terminés plusieurs fois, mais ça me faisait bien chier quand même. Et puis il y avait aussi Battlefront. Alors moi j'ai jamais joué à Battlefront, ça n'a jamais été mon truc Battlefront, parce que ça avait des designs bien moins poussés que les autres jeux qui sortaient à cette époque-là, mais vu que c'était le truc multijoueur, tout le monde était dessus. Et moi ça m'a toujours touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Alors moi, le Battlefront, je m'y suis mis un peu tardivement parce que j'avais pas le PC qui suffisait pour les faire tourner. En plus, moi, contrairement à Henri, j'ai jamais été un gros gamer multi. Ça m'a toujours fait chier parce que je tombe très souvent sur soit des petits jeunes, soit des trous de balles qui se la racontent et qui insultent. Donc j'arrête très vite. Puis sauter comme un kangourou pour tirer à la lunette en une fraction de seconde, ça m'intéresse pas. Un fusil de sniper, c'est pas fait pour courir partout avec un kangourou. Ça prend son temps, ça met une balle dans la tête, et si vous me traitez de campus, je vous en colle une deuxième. Amen. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de tous les gros points qu'il y avait abordés sur cette décennie des années 2000, et on va terminer avec la terrible période noire qu'on a tous connue, qui est arrivée vers les années après les 2005, après la sortie de la revanche des Sith. On pensait que Star Wars, ça n'existerait plus au cinéma. Il y avait ce projet de série télé que Rick McCallum nous avait vendu pour une sortie en 2008. Il a fallu attendre 11 ans en fait pour l'avoir, cette série télé avec Mandalorian. Et cette période noire, en fait, elle a commencé paradoxalement avec la sortie d'un autre Star Wars au cinéma qui était le pilote de la série The Clone Wars. En fait, ils ont collé les 3 premiers épisodes de la série pour en faire un film sorti au cinéma. Énorme flop, ça n'a vraiment pas marché. Pourtant, la série derrière a eu un gros succès, elle a eu 6 saisons. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de The Clone Wars dans les détails, parce qu'en plus en ce moment on vous fait plein d'émissions où on vous reparle des grands arcs, mais on s'est rendu compte très vite que voilà, une nouvelle série pour les enfants et les sorties de bouquins, de comics et de produits dérivés, ça suffisait pas forcément à maintenir en vie de manière aussi active que au début des années 2000 la communauté de Star Wars. Et là, je pense que vous serez tous d'accord, on a ressenti une vraie baisse d'intérêt pour Star Wars sur Internet. Les forums qui étaient blindés se sont vidés petit à petit. Sur les vingtaines de sites de Star Wars d'actualité qu'on avait, ils ont fermé tous petit un à un. Aujourd'hui, il reste quoi de ces sites-là? Il reste Planète Star Wars, Anakin Web, Star Wars Universe, Might in Box, et puis c'est tout. Et Star Wars en direct, voilà, Cyclone n'existe plus, mais Star Wars en direct a survécu quand même. Donc il reste pas grand-chose, et il y avait 10 fois plus de sites que ça à l'époque, quoi.
Bah, c'est sûr que Camille Webb est mort justement à cette période-là. Si je me souviens bien, on a fermé, je sais plus si c'était en 2008 ou en 2010 quand. Enfin, pas, ça devait être 2010 parce que je sais qu'on a continué un petit peu à poster lors de Clone Wars, mais c'est vrai qu'on avait juste un peu quelques news autour de la série animée, puis quelques news littérature. Puis comme j'étais le seul, comme je le disais au début de l'émission, comme j'étais le seul, c'est vrai qu'on a fini par se dire, on est en train de faire vivre un site qui est déjà mort et au final, on a fini par partager tous les articles intéressants, tous les dossiers intéressants de Camille Webb ont été repartagés sur certains sites francophones d'ailleurs. Donc, je sais qu'on en a une partie qui est arrivée chez SVU. Je ne sais pas si Anakin Webb en a récupéré aussi à l'époque. En tout cas, je sais qu'une petite. Aussi, mais je sais plus. Je t'avoue. Ouais, en tout cas, je sais qu'au moins une petite partie, on va dire. Un micro, quelques kilo-octets de Camille Webb survivent chez SVU au moins. Même si c'est dans les limbes, je me dis qu'au moins tout n'a pas été perdu. Mais c'est vrai que même comme tu le disais, par rapport à Star Wars en direct, c'est grâce aux émissions un peu là où je me suis commencé, parce que j'ai commencé à rejoindre. C'est quand l'émission est revenue, quand on avait fait. Le premier retour des émissions, c'était Dany qui avait relancé un peu la machine rapidement. J'avais été invité justement à ma première participation. J'avais été appelé pendant quelques minutes justement pour discuter justement du retour de Star Wars en direct. Puis après, je sais que Dany avait fait justement une réunion, justement avait voulu recruter pour faire vivre Star Wars comme c'était francophone, justement une personne par site. Et donc il y avait donc je crois que Sylvain représentait donc Sid Clan, toi tu représentais Seb, Anakin Webb, et moi j'étais là pour supporter, pour présenter. Moi je suis arrivé en plus tant tard, que moi je suis arrivé en 2015. Ah, alors je suis un petit jeune de Star Wars en direct, j'ai que 5 ans d'expérience. Mais ouais, c'est à l'époque, et puis après évidemment il y a eu quelques émissions régulières, mais c'était tombé, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt et tout ça, et c'est vrai que c'est un peu... C'est moi, comme j'avais vraiment aimé, qui était vraiment nostalgique de Star Wars en direct que j'avais connu presque à ses débuts, vu que j'avais commencé à écouter, comme je le disais au début, je crois que j'ai commencé à écouter en 2002, et j'avais été vraiment un énorme fan de cette émission, et ça m'avait vraiment foutu un coup de la voir s'arrêter ou disparaître, et je m'étais dit, bon, je vais peut-être un peu m'y mettre et essayer d'alimenter justement que c'est en commentant chaque épisode de Clone Wars, et c'est un peu ça qui a fait vivre Star Wars en direct pendant quelques années avant qu'on trouve une solution. C'est grâce à toi que Star Wars en direct est toujours là. Je crois qu'il y avait aussi... parce que t'as maintenu... Il y avait aussi Clément et Arnaud de Star Wars Universe qui commentaient The Clone Wars avec toi, c'est ça ? Un petit peu, ouais. Ils avaient même essayé de leur côté de faire un petit podcast aussi pour reprendre quand Star Wars en direct avait arrêté Clone Wars pour continuer, mais ils avaient fait 2-3 épisodes et puis ça s'était arrêté. Mais ouais, j'avais tellement... J'y participais aussi sur ces émissions Clone Wars, si je dis pas de bêtises. On y a tous passé, on était même avec Louis Arès, je ne me trompe pas, quand il était à l'époque, qui était Louis Beaufrère, je sais pas si ça te parle, Sylvain. Non, le pseudo Arès me rappelle quelque chose. Mais ouais, on était... il faisait partie des Star Wars en direct au début. Alors c'est peut-être lui qui représentait SVU d'ailleurs, je me demande. Mais ouais, donc on a faisait comme ça chaque épisode de Clone Wars, et puis on faisait aussi quelques émissions un peu plus régulières, un peu sur les... Mais c'est vrai que c'était moi qui faisais tous les montages, et j'en chiais à l'époque, je devais passer 8 heures sur une émission de 20 minutes au total. Parce que je faisais vraiment mes premiers pas de montage, et je voulais absolument... mais c'est vrai que je voulais pas voir Star Wars en direct mourir, et j'ai essayé un petit peu de... Ouais, ça, je comprends. Moi, c'était pareil un peu avec Anakin Webb, hein, tu vois, tu veux dire... Le staff se vide, les forums se vident, et si t'as pas 2-3 personnes qui sont encore là, motivées pour continuer à écrire des articles et à faire vivre le site, ça, y a plus personne, hein, parce que si t'arrêtes de faire des articles, t'as de moins en moins de personnes qui vont les lire, et déjà que les gens commencent déjà à partir, c'est compliqué, quoi. Et je pense que voilà, c'est que... On en reparlera dans la prochaine émission des années 2010, mais je pense que si Disney va pas racheter Star Wars, je sais pas si aujourd'hui on fera une émission Star Wars en direct, tu vois. Je sais pas si Star Wars Universe, Planet Star Wars et Star Wars en direct existeraient encore, quoi.
Avec quoi on aurait pu faire une Star Wars pour un petit peu les romans, mais peut-être qu'il y aurait peut-être eu d'autres séries animées, on sait pas. Bah mais c'est ouais, vrai mais que tu vois, ça aurait été compliqué. sans film, tu peux pas drainer assez de personnes et susciter assez d'intérêt pour faire vivre des gens qui sont un minimum grand public aussi, quoi. Tu vois, comme j'ai dit avant, Star Wars c'est avant tout des films, donc sans les films, bah, tu coupes la tête de la licence, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais si les années 2000 se sont terminées sur une période pas très folichonne, on vous promet une prochaine émission sur les années 2010 où tout va changer. Et j'espère vous retrouver tous les deux pour en discuter des heures et des heures. Parce que là, on va bientôt atteindre les 2 heures d'émission. On n'est pas loin. Puis pour ceux qui nous écouteront en rediffusion, il est 11h30 passé en France, du soir. Hein, oui, c'est ça. Il va falloir se coucher. Mais voilà, on aurait pu faire une émission de 4 heures, je pense. Parce que, si on s'était pas arrêté entre nous, c'est ça. Mais les années 2000, sur 4 heures, c'est la période la plus fastueuse et la meilleure de nos vies. C'est ça où on avait le temps, on avait la possibilité, on était jeunes, donc on était vraiment plus à fond dans Star Wars. Moi, je le vois bien. Je suis toujours fan, mais c'est vrai que j'ai au moins une vingtaine de comics en retard, j'ai 4-5 bouquins de retard, j'ai pas le temps de les lire, et ça, comme je trouve que l'univers étendu, enfin le canon est moins intéressant, c'est vrai que je suis moins pressé d'être à l'affût de chaque petite information, de chaque écrit, tout ça. Je trouve qu'il y a une perte, il y a les films, mais sinon c'est vrai que je trouve qu'il y a une perte de qualité générale dans la production externe. Ouais, et puis les films à l'époque, toi, c'était tous les 3 ans, donc quand ça sortait, franchement, c'était un événement. Ah, t'en pouvais plus, hein, c'était enfin, il était temps, quoi. Hein. Mais en même temps, on s'ennuyait pas. Parce que ça, on l'a dit en début d'émission, c'est qu'il y avait Lucasfilm qui nous donnait plein de matière pour qu'on puisse débattre, plein d'éléments petit à petit, et c'était formidable. Et ça, on l'a plus aujourd'hui. Autant on a une nouvelle série, une nouvelle saison, un nouveau film tous les ans. On est limite, c'est la situation inverse, quoi, tu vois. Mais par contre, on n'aura aucune info. Enfin, tout est verrouillé au niveau des infos, quoi. Même quand c'est pas du spoiler. Donc ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, j'espère que Disney va apprendre un peu de ses erreurs parce que le problème, c'est pas le produit fini pour moi, c'est la manière de communiquer qu'il y a autour. Voilà. Alors moi, j'ai une seule question à te poser, Sébastien, avant qu'on se quitte. As-tu réussi à te marier sur le forum Anakin Web? Hein? Ah mais oui. Oh la vache. Mais tu te souviens de ces trucs-là, toi? Ah ouais, petite parenthèse, vite fait, hein. Mais c'était en fait sur Anakin Web, t'avais 2 types de forums. T'avais les forums débat, film, voilà. Univers étendu, et t'avais les forums jeux de rôle, et là en fait les gens s'inventaient des couples, s'inventaient un personnage et tout, et ça partait dans des délires comme ça, et ça a été très loin, et tout le monde avait un peu son conjoint et tout, virtuel et tout, et c'était n'importe quoi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit à l'époque, mais c'est parti dans des délires, mais bazar. Vraiment les gros trucs des placards, hein. Même moi, je m'en souvenais plus de ce truc-là, tu vois, si tu ne l'avais pas dit. Et d'ailleurs, non, mais aujourd'hui, est-ce que le voilier existe toujours? Non, le voilier n'existe plus, le magazine s'est arrêté, voilà. Mais le plus important, c'est que je me suis vraiment marié l'année dernière, et ça, c'est plus important que faire ça avec des inconnus. Mais c'est vrai que même les sites internet, je me souviens encore, je sais plus si ça vous parle, il y avait un site internet qui était entièrement impérial. Oui, Imperial Revenge. Il y avait ça, dès que tu disais un truc sur les rebelles, tu te faisais bannir du forum. C'était un bide total, on se marrait justement à faire des trucs comme ça, à faire des faux comptes pour les faire chier. Moi aussi, mais c'était les nazis du net. Ah oui, ça complète. C'était les nazis d'internet, hein, ces mecs-là. C'était vrai que voilà, moi aussi j'avais mon faux compte sur leur site juste pour les titiller, quoi. Parce que les mecs, ils s'y croyaient vraiment, quoi. Voilà. Les trucs comme ça, c'est tout d'un coup les trucs qui ressortent tout d'un coup parce qu'on lance des idées un peu partout, ça revient. C'est pour ça qu'on vous dit, ça pourrait faire 3 heures si on recommence à partir. Et ça fera pas 3 heures parce que justement, il y a ma femme qui vient me voir et qui me dit Sébastien, il est temps de se coucher. Alors, ce qu'on va faire, dire à nouveau. Ce qu'on va faire, et elle est super sympa parce que je lui ai dit écoute, l'émission, elle doit faire 1 heure environ, on en est à 2.
Et c'est la première fois qu'elle vient de me relancer. Donc sur ce, merci Sylvain. Merci Henri. Alors comment on peut vite fait vous rejoindre sur internet? Sur Twitter, sur Facebook, vous connaissez les miens si vous nous suivez depuis longtemps. Voilà, bisous. Et toi Henri? Pas pareil, de toute façon j'ai plus Breaking News, donc vous pouvez me joindre sur les comptes de Star Wars en direct avec plaisir. Voilà. Et puis moi sur mon compte Instagram StormySeb, sur Planet Star Wars et sur Facebook pareil Sébastien Galano ou sur la page de Star Wars en direct. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de ce temps que vous avez passé, ces 2 heures qu'on a passé ensemble à se remémorer nos souvenirs de jeunesse. Et je vous donne rendez-vous pour une 3e émission sur les années 2010. Et sur ce, que la force soit avec vous.